Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale où nous allons parler de pouvoir d'achat, d'inégalité et de consommation durable. Je suis Ambroise Pascal, le délégué à la transition écologique de la DGCCRF et au nom de notre directrice générale, je vous souhaite donc la bienvenue. Dans le contexte inflationniste de ces dernières années, souvent qualifié de crise du pouvoir d'achat, un certain nombre de mesures ont été prises dont la DGCCRF assure le contrôle. Par exemple, un nouveau dispositif d'encadrement des réductions de prix pour lutter contre les promotions permanentes et les forts rabais qui est en vigueur depuis 2022. Une loi en août 2022 pour la protection du pouvoir d'achat qui a par exemple prévu des sanctions accrues en cas de pratiques commerciales trompeuses suivies de la conclusion d'un contrat, qui facilite aussi un certain nombre de résiliations, notamment la fameuse résiliation en 3 clics ou des procédures de résiliation facilitées de contrats Internet ou de téléphonie pour les ménages en situation de surendettement. Au printemps 2023, un dispositif volontaire de régulation des prix sur les produits de grande consommation a aussi été mis en place dans la grande distribution, dit trimestre puis semestre anti-inflation. Et dernier exemple, plus récent, le 1er juillet dernier, un arrêté est venu prévoir une information des consommateurs sur les pratiques dites de shrinkflation ou réduflation. Cette pratique qui, je rappelle, consiste à réduire le volume d'un produit tout en conservant le prix et qui en soi n'est pas illicite dès lors que le prix et le volume sont bien affichés, mais qui peut malgré tout conduire à des achats de quantité moindre par rapport à ce que les consommateurs attendent. Alors, que vient faire l'évocation de ces sujets à propos de la Semaine européenne du développement durable, me direz-vous? D'abord, il m'a semblé indispensable, dans le cycle de réflexion que nous vous avons proposé pendant cette semaine du développement durable, d'aborder la question du pouvoir d'achat et des inégalités sociales et de réfléchir aux liens avec les politiques de consommation durable. Une autre matinale a été consacrée au sujet de la démocratie et de la consommation durable et a également mis en évidence cette nécessité de toute manière de lier les questions sociales et environnementales pour parvenir à une politique de consommation réellement efficace et acceptée. On aurait pu croire d'ailleurs que les fins de mois difficiles détourneraient les consommateurs les plus modestes des préoccupations écologiques, et pourtant ça n'est pas totalement le cas. C'est vrai que les produits bio et équitables notamment ont vu leur marché fortement perturbé par la période inflationniste. Néanmoins, les aspirations à consommer plus durablement ne faiblissent pas, et les pratiques de gaspillage, par exemple, régressent fortement. 87% des Français disent avoir réduit leur gaspillage alimentaire ces dernières années, d'après une étude Harris de février 2024. Au-delà des dispositifs de protection du pouvoir d'achat que j'ai évoqués, près de la moitié des enquêtes lancées en 2024 par la DGCCRF pour la protection des consommateurs concernaient des secteurs ayant un fort impact sur le pouvoir d'achat. On peut penser à la rénovation énergétique des logements, à l'énergie en général, au carburant, à la réparation automobile, etc. Vous voyez qu'il y a des domaines qui sont intimement liés aux questions de transition écologique. Dans certains cas, la synergie est évidente. Quand on parle du marché de la réparation pour faire durer des équipements ou du fait de faire des choix moins énergivores. De manière générale, quand on parle de s'interroger sur ses besoins avant d'acheter ou de recourir aux prêts, d'acheter de seconde main, autant de pratiques sur lesquelles la DGCCRF mène des contrôles et qui sont parfaitement alliées avec la consommation durable et avec le pouvoir d'achat. C'est aussi le cas de la végétalisation de l'alimentation ou de l'attention qu'on peut porter au mode de transport. Mais ce sont aussi des pratiques de fait déjà ancrées dans le quotidien des consommateurs les plus modestes, souvent par nécessité plus que par choix. Et ça nous doit nous faire aborder avec beaucoup de précaution la question de l'information des consommateurs ou des conseils sur les éco-gestes à propos de leur acceptabilité sociale notamment. Dans d'autres cas, les objectifs de pouvoir d'achat et de transition écologique peuvent sembler plus éloignés. L'action de l'État pour contenir le prix des carburants, par exemple, ou s'intéresser aux pratiques trompeuses en matière de réparation automobile ou de promotion sur le transport aérien, ce ne sont pas précisément des contrôles visant à protéger l'environnement. Mais c'est aussi prendre en compte et assumer que les consommateurs n'ont pas à être moins bien protégés dans leurs pratiques les plus impactantes, qui dépendent bien souvent d'aspects plus systémiques et dont la transformation et également une transformation des modes de vie sur laquelle les décisions individuelles ont peu de prise. Je cite le secrétaire général à la planification écologique. Les actions individuelles représentent environ 25% de l'effort demandé d'ici 2030. Et parmi ces 25%, l'effort demandé aux individus a vocation à être proportionné aux capacités de chacun. Donc même dans leurs pratiques les plus impactantes pour l'environnement, il est bien sûr hors de question de négliger la protection des consommateurs. Alors, articuler la consommation durable et les enjeux de pouvoir d'achat, c'est évidemment s'intéresser aux évolutions
acceptables, souhaitables, désirables des modes de vie, au budget des ménages aussi et aux évolutions des dépenses qui peuvent permettre notamment de consacrer plus d'argent à certains achats plus durables. En organisant cette réflexion, la DGCCRF réaffirme ses fondamentaux. Elle réprime les pratiques les plus dommageables, en matière de greenwashing par exemple, mais aussi de protection des consommateurs contre les promotions permanentes qui posent à la fois des problèmes de loyauté et de préservation des ressources naturelles. Nous ambitionnons de faire de la durabilité à terme une dimension à part entière de la protection des consommateurs, aux côtés de la sécurité, de la loyauté ou de l'accessibilité des produits dans nos contrôles et nos enquêtes. Et pour éclairer la politique économique, identifier les leviers d'action pertinents pour protéger les consommateurs les plus vulnérables en particulier, mais aussi pour s'adresser à tous les publics dans leur diversité, nous devons aussi développer une meilleure connaissance des mécanismes de formation des prix, mais aussi des pratiques d'achat des consommateurs, à nouveau dans toute leur diversité. Donc je suis sûr que les échanges qui vont venir ce matin permettront d'apporter certaines réponses, certains éclairages au débat public. Je remercie Sandra Wabian avec qui nous avons préparé cette table ronde et elle va introduire plus précisément les questions qui seront posées à nos invités autour de 2 tables rondes successives plus précisément. Je cède la parole à Sandra. Merci à tous. Merci Ambroise, merci à tous d'être là et présents pour écouter nos échanges. Donc Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC, le centre d'observation pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Aujourd'hui, on va avoir 2 tables rondes. Nous avons le plaisir d'accueillir des invités d'horizons variés. La première table ronde aura lieu avec donc Michèle Lelièvre, qui est à mes côtés, qui est directrice du comité scientifique du CNLE et qui a notamment participé au rapport « Faire de la transition écologique un levier de l'inclusion sociale ». Et puis Daphné Chamard, responsable de la transition écologique juste au Secours catholique et qui vient aussi de présenter un rapport sur l'injuste prix de notre alimentation. Donc je vais tout d'abord introduire cette table ronde par quelques éléments. Quelques éléments pour parler du pouvoir d'achat et des questions d'inégalité et de consommation durable. Déjà, un premier élément, c'est que les ménages sont conscients des enjeux environnementaux, mais assez inquiets. Sur cette courbe, je vous présente ce qu'on appelle une analyse générationnelle, c'est-à-dire chaque courbe représente une génération différente et à chaque âge, on présente sa préoccupation pour la dégradation de l'environnement. Et ce qu'on constate, c'est que chaque courbe est au-dessus de la précédente, c'est-à-dire qu'au même âge, les jeunes, par exemple, sont plus conscients et préoccupés de la dégradation de l'environnement que n'étaient leurs prédécesseurs. Et on voit le saut avec la dernière courbe bleue qui est particulièrement haute. Donc, on ne peut pas dire que les Français se désintéressent de l'environnement. En revanche, avec le temps, à mesure que le temps passe, on constate une moindre acceptation d'une baisse de niveau de vie. Dans les années 90, lorsqu'on demandait aux Français pour préserver et protéger l'environnement, êtes-vous prêt à accepter moins de confort, un ralentissement économique, un niveau plus faible de niveau de vie ou une augmentation du chômage, on avait par exemple 40% qui déclaraient être d'accord pour avoir un niveau de vie plus faible. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 27%. Donc on voit bien que face au mur, en fait, face aux difficultés qui vraiment s'insèrent dans notre société aujourd'hui, eh bien, la population est plus en difficulté et a du mal à finalement opérer des changements. Il faut dire aussi qu'on est dans un contexte assez particulier avec une inflation qui a été très forte pendant 2 ans. En moyenne, on a pu aller jusqu'à 6% d'inflation et puis des taux beaucoup plus élevés sur certains types de produits, en particulier l'alimentation et l'énergie. Et on est dans une période où les Français ont le sentiment de se restreindre financièrement. On est à 67% de la population qui déclare qu'elle se restreint financièrement sur ses postes budgétaires. C'est un taux qu'on retrouve assez régulièrement dans les périodes de crise ou des périodes de difficultés économiques. Et là où les restrictions sont particulièrement élevées et assez inédites, c'est sur le plan de l'alimentation. Vous avez ici la proportion de Français qui déclarent se restreindre sur le poste alimentation. Comme vous pouvez le voir, au début des années 80, on était à 10%.
Et petit à petit, ce sentiment de restriction, il a augmenté à chaque mesure qu'il y avait des augmentations des prix. Il n'a jamais rediminué, comme s'il y avait des effets de palier. Et là, on est à 49%, donc un Français sur deux qui dit qu'il a le sentiment de devoir se restreindre sur l'alimentation. Comme vous pouvez le voir, la courbe a augmenté en flèche pendant les 2 années d'inflation. Pardon. Ce sentiment de restriction financière, évidemment, il n'est pas partagé de manière équitable entre tous les ménages et systématiquement, les ménages les plus modestes, évidemment, ont davantage le sentiment de se restreindre et on a un écart de 1 à 2, c'est-à-dire qu'on a quand même 82% des ménages les plus modestes qui ont le sentiment de se restreindre financièrement contre 45% des plus aisés. Avec, dans le paysage, la peur de rester sur le carreau, c'est-à-dire qu'à mesure que se mettent en place des politiques dites environnementales, donc que ce soit les zones à faible émission, que ce soit la ZAN, donc la zone où on limite l'artificialisation des sols, et bien petit à petit, les Français ont peur finalement d'être en difficulté, et on a 69% de la population qui déclare aujourd'hui qu'il ne faut pas aller trop vite dans la lutte contre le changement climatique pour ne pas mettre en difficulté les plus pauvres. Et c'est plus particulièrement les classes moyennes, les peu diplômés et les retraités qui sont de cet avis. Donc voilà pour un portrait un peu général de finalement ce sentiment de restriction, les difficultés que peuvent poser aujourd'hui la consommation durable. Et je vais maintenant me tourner vers mes partenaires de table ronde, et notamment vers Michel Lelièvre, pour poser ma première question. Donc, bonjour Michel. Je ne sais pas si vous avez... Bonjour Sandra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois. Donc, ce que je voulais vous demander d'abord, c'est quelles sont les différentes inégalités qui viennent restreindre l'accessibilité de la consommation durable? Est-ce que c'est lié au prix? Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui viennent restreindre cette accessibilité? Voilà, alors, par rapport au rapport qu'on a rendu public, le CNLE a publié en juin dernier donc un rapport sur faire de la transition écologique un levier pour l'inclusion sociale et l'impact social de la transition écologique. C'est une dimension importante dans le rapport. J'ai fait un petit peu de sur-mesure parce qu'effectivement, le rapport déborde quand même assez largement les questions qui sont posées ici dans le périmètre de la DGCCRF, c'est normal. Alors, une première inégalité identifiable concerne l'accès aux biens durables. Alors, en effet, une étude de l'ADEME, je vous renvoie au chapitre 4 du rapport du CNLE, conduite par le CREDOC, a consisté à verdir les budgets de référence. Vous savez, ce sont des budgets qu'il faut pouvoir avoir pour mener une vie décente et participer pleinement à la vie sociale. Alors, pour ce faire, l'ADEME et le CREDOC ont dû procéder à un inventaire très fin, exhaustif, de l'offre d'alternatives moins impactantes existantes et satisfaisant à la fois les critères de décence et les critères environnementaux. Et quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'il ressort de tout ça? Eh bien, après cet examen approfondi, eh bien, il ressort que les produits labellisés sont inaccessibles aux ménages pauvres ou aux ressources modestes pour 2 raisons essentielles. Premièrement, l'offre existante est insuffisante, c'est-à-dire que des pans entiers de biens et services moins impactants pour l'environnement sont soit inexistants, soit difficilement accessibles dans les commerces usuels des ménages, et en particulier des plus pauvres et aux ressources modestes qui fréquentent peu les magasins spécialisés en produits biologiques et écologiques. Deuxièmement, le recours à de telles alternatives se traduit assez souvent par un renchérissement très significatif du budget. Un exemple, de 62 à 80% pour le post-alimentation. C'est quand même assez substantiel. Alors, deuxième inégalité, autre inégalité recensée, eh bien, cela concerne l'imperfection des informations disponibles et qui peuvent constituer un autre frein, une entrave à l'achat de biens durables. Et en tout cas avoir un impact asymétrique sur les ménages selon la catégorie sociale considérée. En tout cas, un impact assez défavorable sur les plus modestes, comme le suggèrent des travaux de la sociologie de la consommation. Alors, le défaut d'information, on a recensé plusieurs. Par exemple, ça concerne les aides disponibles, les normes réglementaires en vigueur, tout comme
les restrictions en place ou à venir, dans le cas des zones à faible émission, les fameuses ZFE, figurent parmi les cas les plus emblématiques, je le crois. Donc ce constat vaut pour, entre guillemets, le maquis des labels, qui rend l'auto-évaluation de l'empreinte environnementale des pratiques de consommation redoutablement compliquée pour les individus. Cela peut susciter de la confusion, voire de la méfiance, du renoncement, en particulier pour les ménages, les consommateurs, pour qui l'achat de produits labellisés, souvent plus onéreux, comme on l'a dit, implique quand même des arbitrages difficiles. Alors, troisième autre inégalité relevée et recensée concerne l'accès aux aides pour certains biens durables, comme par exemple l'achat de véhicules électriques ou hybrides. Alors, je pense sur ce point à la prime à la conversion, la PAC, vous savez, qui est une mesure visant à inciter les ménages et les entreprises à remplacer leurs vieux véhicules par des plus performants sur un plan environnemental. Alors, une analyse statistique, je vous renvoie au chapitre 7 du rapport, révèle que ce sont les ménages apparentés modestes non pauvres monétairement au sens de l'INSEE, c'est-à-dire dont les revenus sont situés entre le 3e et le 5e décile de revenus fiscal de référence annuel, qui ont davantage profité de la PAC, puisqu'ils ont concentré à peu près entre les 2/3 et les 3/4, selon les années, des primes qui ont été versées aux ménages non imposables, alors que pour les plus pauvres, eux, n'en ont concentré que moins d'un tiers. Donc il faut que les pouvoirs publics accompagnent davantage les publics les plus pauvres. L'analyse statistique menée, toujours la même, montre également que les ménages pauvres aux ressources modestes, plus généralement, participent peu au décollage de la voiture électrique, qui connaît quand même un essor important, et je parle des voitures électriques pour les particuliers ici, qui connaît un essor assez inédit depuis 2019. Eh bien, pour les plus modestes, les acquisitions récentes sont dominées par des véhicules âgés, diesel et des véhicules d'occasion. Donc, en résumé, par rapport à ces véhicules électriques leur sont moins accessibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus chers. Le marché de l'occasion de ce type de véhicule est inexistant. Le microcrédit véhicule propre est peu accessible en raison de leur capacité moindre de remboursement et, comme on vient de le voir, car les aides proposées, même s'il y a un effort substantiel a été fait par les pouvoirs publics, y compris pour cibler notamment la PAC sur les non imposables, eh bien, ces aides restent insuffisantes puisqu'elles leur laissent un reste à charge assez élevé. Si j'ai le temps, une autre inégalité relevée, une inégalité sociale territoriale, est à mettre en lien avec l'aménagement du territoire qui favorise, voire conditionne, l'achat de certains biens durables. D'ailleurs, l'expansion justement des véhicules électriques ou hybrides n'a été possible qu'avec le développement récent du réseau de bornes de recharge qui compte aujourd'hui au total un peu moins de 2 millions de bornes si on compte les recharges à domicile et dans les entreprises. Alors prenons le cas du vélo, rapidement, j'en ai pas pour très longtemps. Dans les communes et quartiers où les aménagements cyclables sont clairsemés, c'est clair, l'usage du vélo par les résidents est plus rare. Une étude de l'INSEE conduite sur l'usage du vélo en Occitanie montre que si les ouvriers pédalent moins pour se rendre sur le lieu de travail que les cadres, par exemple, c'est surtout parce que les territoires où ils vivent sont peu adaptés au déplacement à vélo. Au contraire, les cadres bénéficient plus souvent de voiries cyclables à proximité de leur domicile. Donc, bien sûr, pour expliquer l'usage fréquent pour se rendre sur son lieu de travail à vélo, il faut prendre en compte d'autres facteurs, comme par exemple le lieu et les conditions de travail, bien sûr. Mais ça montre l'importance de l'aménagement et de l'existence d'équipements pour pouvoir consommer du bien durable dans certains cas. Donc, plus généralement, on peut s'interroger sur l'inégal aménagement des voies cyclables selon les territoires ou quartiers où vivent les habitants qui ont des origines sociales différentes. Pour le moment, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Et alors, d'après vous, comment on peut faire pour limiter en fait ces fractures liées à la consommation durable ? Comment remédier à cette situation ? Alors, on peut limiter ces fractures sociales en agissant. Alors, je ne vais pas évidemment synthétiser rapidement,
les 400 pages du rapport, hein, mais j'ai avant tout sur l'offre. Je crois que c'est quelque chose vraiment sur lequel on insiste. Là, je vais lourdement insister, j'avoue, sur les deux questions qui suivent. On peut jouer donc sur l'offre, avant tout, l'information et bien sûr la demande. Alors, s'agissant de l'offre, il faut impérativement développer une offre durable, accessible et abordable, qui, on l'a vu, reste à ce jour relativement insuffisante. Et c'est l'objet de la première recommandation du rapport du CNLE. C'est là une priorité, sans quoi toute incitation mise en place par les pouvoirs publics, les acteurs, pour changer les comportements individuels, risque soit d'exclure de la transition écologique des populations pauvres et modestes, et soit être irréaliste. Donc. Alors c'est pourquoi le CNLE préconise donc d'agir dans ce domaine dans plusieurs directions pour développer l'offre accessible, durable et abordable. Alors il serait souhaitable de poursuivre et d'accélérer la politique d'aménagement du territoire. Il conviendrait de favoriser, d'accompagner la production de biens et services moins impactants écologiquement. Il faudra engager des politiques de formation et d'emploi adaptées, développer l'implantation de produits moins impactants et abordables dans les lieux de vie même où résident les populations pauvres et aux ressources modestes. Il faudrait mieux réguler, enfin, la formation des prix des biens et services verts et, par exemple, pour citer un exemple, améliorer la transparence tarifaire des bornes électriques qui apparaît parfois relativement opaque. Et je vous renvoie à l'avis de l'autorité de la concurrence du 11 juin 2024 dans ce domaine. Et s'agissant des biens de première nécessité, en particulier l'alimentation, il conviendrait de baisser plutôt, alors ça ce sont des paroles des personnes du 5e collège du CNLE, ce sont des personnes qui sont en difficulté sociale, là je les fais parler, et ils me disent qu'il conviendrait davantage de baisser le prix du bio plutôt que d'augmenter le prix de ce qui ne l'est pas, car sinon même les aliments peu onéreux ne seront plus accessibles aux plus précaires. Donc, ça peut jouer sur... par exemple, une modulation de taux de TVA réduit pour les produits bio, mais nous n'avons pas encore précisé le détail dans ce domaine. Et s'agissant de l'information, autre levier sur lequel il faut impérativement agir, il faut se reporter à la recommandation numéro 2 du rapport du CNLE, puisque l'urgence climatique appelle des mesures volontaristes en faveur de l'environnement et qui requièrent la participation des citoyens aux dispositions envisagées qui vont évidemment impacter leur vie quotidienne. Donc une bonne qualité de l'information est un levier indispensable pour éclairer les choix et arbitrages des consommateurs et usagers en faveur de comportements plus favorables à l'environnement. Alors le CNLE recommande d'informer les populations préalablement à toute mesure restrictive, ce n'est pas toujours le cas, d'améliorer la lisibilité de l'information et son accès, surtout quand il s'agit de mesures d'accompagnement comme les aides, de créer un guichet unique à la transition pour garantir la centralisation des informations qui est assez foisonnante dans ce domaine, sur le modèle du guichet unique, par exemple proposé aux collectivités par la mission adaptation, de promouvoir et d'améliorer les outils indispensables, les outils d'aide à la décision individuelle pour juger de la qualité environnementale. Alors ça concerne d'une part les écolabels fiables et officiels, reconnus par l'ADEME, et d'autre part les simulateurs aussi officiels qui doivent être rendus plus performants. On pourrait avoir une sorte de calculette et quand on doit faire un choix entre faire sa vaisselle à la main ou la vaisselle, on pourrait savoir quelle est l'action la plus voilà. Sobre, par exemple. Voilà, par exemple, il existe des simulateurs officiels qui permettent de calculer un peu son empreinte carbone par rapport à sa consommation. Voilà. Mais ces simulateurs, c'est déjà très bien. Je trouve que les pouvoirs publics les mettent à disposition du public, mais après en avoir expertisé quelques-uns, il me semble qu'il y ait des voies d'amélioration possibles pour que ce soit plus performant et réaliste. Par ailleurs, dans la recommandation numéro 10 du rapport du CNLE, le CNLE invite les pouvoirs publics à améliorer l'information sur les aliments durables sans, alors ça c'est un point important pour le CNLE qui insiste là-dessus, stigmatiser les pratiques de consommation des classes populaires. Il formule plusieurs recommandations dans ce domaine. Alors premièrement, la transition doit être progressive, c'est-à-dire ne pas exclure
d'emblée toute consommation carnée, mais plutôt viser en priorité certaines consommations de viande jugées les plus problématiques, en étant attentif à la fois d'un point de vue environnemental, économique et sanitaire, et en suivant les avancées de la recherche dans ce domaine. Deuxièmement, il faudrait autant que possible valoriser les possibilités de substitution des protéines animales par les protéines végétales. Et on recommande une meilleure promotion des légumineuses dans ce domaine. Et on recommande également une meilleure promotion des pratiques culinaires attentives à la dimension hédonique et gustative. Et ça, ce n'est pas une coquetterie, c'est un point important à avoir en tête. Et troisièmement, du plaisir oui, à manger. Oui, parce que la sociologie de la consommation, notamment des populations aux ressources modestes et des plus pauvres, montre que la viande reste quand même un aliment plaisir, sachant que ces populations se privent continuellement et rencontrent un cumul de contraintes économiques, sociales et désormais environnementales. Troisièmement, le CNLE recommande le développement de régimes alimentaires moins carnés dans la restauration collective et en particulier auprès des enfants pour qui les normes de confort et de bien-être sont encore indéterminées. Et troisième levier dont j'ai parlé, notamment, il y en a d'autres, mais s'agissant de la demande, qu'il convient de mieux solvabiliser, bien sûr, il conviendra de mieux accompagner financièrement les populations les plus modestes. Et ce point sera abordé plus globalement dans le cadre de la question suivante. Merci beaucoup. Et donc, vous me tendez une perche. Donc maintenant, peut-être allons plus loin, c'est-à-dire non seulement comment limiter les fractures, mais finalement, est-ce que la transition écologique ne représente pas un levier pour développer des politiques sociales ? Question très intéressante, au cœur du rapport du CNLE, bien sûr. Et pour le CNLE, la transition écologique peut être une opportunité pour redéployer l'objectif d'inclusion sociale. Ça, c'est un grand titre qui figure dans le rapport et dans la synthèse du rapport d'ailleurs. Notamment, la recommandation numéro 4 porte sur la manière de lier la transition écologique à une logique de réduction des inégalités sociales et environnementales. Alors, comment faire ? Parce que la question est quand même abyssale. Comment s'y prendre ? Alors, je vais faire un détour, mais je ne digresse pas. D'abord, le rapport part du constat que demander aux plus modestes de s'adapter à des normes de consommation sobres, dont ils sont de fait les plus proches, constitue une injonction paradoxale. Pourquoi ? Parce qu'en effet, d'un côté, les ménages pauvres aux ressources modestes sont confrontés dans leur vie quotidienne à un cumul de contraintes économiques, sociales, environnementales, qui se traduit bien souvent par une sobriété subie, des privations même, pour le dire clairement, de leur mode de vie et de leur niveau de consommation. Et de fait, cela se traduit par une empreinte carbone en moyenne plus basse que celle des autres ménages, en particulier des plus aisés. De l'autre, l'utilisation du signal prix pour responsabiliser le consommateur et en retour le producteur, c'est un point important, et plus généralement la mobilisation de dispositifs qui appliquent des sanctions pénalités économiques ou symboliques sur les comportements fortement émetteurs ne peuvent efficacement, en tout cas dans le cas des plus pauvres, générer des changements de comportement, tant l'insuffisance de l'offre durable accessible, comme on l'a dit, et le poids des contraintes économiques familiales et résidentielles qui pèsent sur ces ménages limitent toute alternative plus écologique. Pourtant, les ménages les plus modestes, dont l'empreinte carbone, je le rappelle, est la plus proche des objectifs officiels d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030-2050, devront quand même diminuer leur empreinte carbone pour atteindre cet objectif de environ 2 tonnes équivalent de CO2 par an et par personne. Or, ces ménages auront beaucoup de difficultés à l'atteindre, même s'ils sont moins éloignés de cet objectif. Et pourtant, il faut avancer, il faut faire la transition écologique. Et ça, pour le CNLE, il n'y a aucune ambiguïté. Le CNLE considère que ce serait injuste et inéquitable de ne pas faire la transition écologique, car sans atténuation et d'adaptation résolue, les plus modestes seront les plus touchés, les plus exposés par les effets du dérèglement climatique. Donc comment faire ?
Donc il faut trouver une méthode, des outils et des principes d'action pour résoudre cette équation qui allie à la fois la lutte en faveur du climat et la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté, sans quoi la transition écologique ne sera pas acceptée. C'est un point important et faisable. Quelle méthode ? Alors déjà, cette méthode doit prendre en compte les inégalités socio-environnementales. Le CNLE considère en effet que les politiques publiques visant à diminuer l'empreinte carbone des modes de vie et de consommation des différents groupes sociaux doivent tenir compte du degré d'éloignement de ces groupes sociaux à l'objectif d'atténuation d'ici 2030-2050. Cette méthode doit se doter d'outils d'observation et de mesure, ce qui implique de questionner et mieux quantifier les besoins minimaux nécessaires à la satisfaction d'une vie décente en transition, en prenant appui sur les travaux de l'ADEME, pour verdir les budgets de référence, vous savez, les budgets décents. Cet outil de mesure doit permettre de définir socialement et géographiquement une structure et un niveau plancher de consommation et de participation à la vie sociale en deçà duquel les personnes ne vivent pas décemment. Ce seuil peut être utilisé comme un repère pour, d'une part, identifier un socle inaliénable de consommation décente de biens et de services considérés comme durables, et d'autre part, justifier des contributions additionnelles de l'effort à la transition pour les ménages qui se situent au-dessus de ce seuil. Enfin, cette méthode doit se doter de principes d'action et de leviers pour agir. Ainsi, au-delà des actions sur l'offre, dont on a abondamment parlé précédemment, la convergence des modes de vie et de consommation des différentes catégories sociales pourrait se concrétiser par des mesures de solvabilisation des ménages vivant sous le seuil plancher pour qu'ils atteignent à minima un socle de mode de vie et de consommation décent et durable. Et d'autre part, des incitations à la limitation des consommations de confort des ménages les plus aisés, dont les incitations pourront prendre diverses formes. Alors pour finir, le cadre de mise en œuvre de cette méthode et principes d'action sont réunis dans le cadre d'un pacte social et environnemental défini par le CNLE, dans le cadre de ce rapport qui vient d'être publié, et qui comprend donc 2 volets, sachant que le 2e volet sort du champ des problématiques traitées ici, dans le cadre de cet exercice. Donc je ne l'évoquerai pas, je vous renvoie au rapport. Et s'agissant du 1er volet de ce pacte social et environnemental, eh bien, en fait, je vais insister, mais il résume un peu ce que je viens de dire de façon un peu plus ramassée, à savoir que le CNLE propose donc de rehausser le niveau de vie des plus modestes et de réduire le poids de leurs dépenses contraintes et peu compressibles, et de rapprocher les pratiques de consommation des plus aisés des socles de besoins de référence jugés écologiquement soutenables. Donc sur ces 2 aspects, comme sur d'autres, eh bien, la puissance publique a un rôle majeur à jouer. Peut-être un dernier paragraphe sur les co-bénéfices qui permettent d'illustrer un peu que, en fait, les co-bénéfices sociaux et environnementaux sont particulièrement manifestes dans la recherche de baisse des dépenses contraintes ou peu compressibles, sachant que le budget des ménages pauvres et modestes est majoritairement composé de ce type de dépenses. Et aussi, par ailleurs, plus on baisse le poids des dépenses contraintes ou peu compressibles, vous voyez ce que c'est, dans le budget de ces ménages, absolument. Le logement, les abonnements, voilà. L'énergie. Dépenses contraintes égale dépenses préengagées, contractualisées, plus dépenses nécessaires. Voilà, tout ça, ça fait les dépenses contraintes. Et une fois qu'on retire ces dépenses contraintes du revenu disponible des ménages, eh bien, on a ce qu'on appelle le revenu arbitrable. Là, je vous renvoie aux définitions de l'INSEE, de la statistique publique, même s'il y a des recherches qui ont fait évoluer la liste des dépenses contraintes. C'est une liste, en effet, qui n'est pas complètement stabilisée. Alors, ces co-bénéfices socio-environnementaux, je peux en citer quelques-uns. Oui, alors j'étais donc en train de dire que plus on baisse dans le budget des ménages modestes et pauvres le poids de ces dépenses contraintes ou peu compressibles, comme les transports, pour aller sur son lieu de travail, eh bien, plus ça laisse davantage d'espace pour les autres biens durables, pour la consommation d'autres biens durables. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, là où se joue la libre consommation avec son revenu arbitrable, en fait. Alors, quelques exemples. La rénovation thermique du logement, qui est une mesure parmi les plus pertinentes dans ce domaine pour réduire les charges
lutter contre la précarité énergétique et améliorer le confort des résidents. Par exemple, l'investissement dans les transports publics collectifs et l'accompagnement de la décarbonation des modes de transport individuels, en étant attentif évidemment aux inégalités sociales et territoriales, très importantes, et qui constituent aussi une autre source appréciable de co-bénéfices socio-environnementaux dans le domaine des dépenses peu compressibles. Voilà, je vous remercie. Merci Michel, merci pour tous ces éléments. Je me tourne maintenant vers Daphné Chamard, donc responsable de la transition écologique juste au Secours catholique, avec les mêmes questions, donc pas beaucoup de suspense, mais probablement des réponses différentes, puisque vous venez de travailler notamment sur un rapport sur l'injuste prix de notre alimentation. Donc Daphné, finalement, quelles sont les différentes inégalités, selon vous, qui restreignent l'accessibilité à la consommation durable ? Est-ce que c'est surtout lié au prix ? Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui interviennent ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on se retrouve pleinement dans le rapport du CNLE auquel on a aussi participé. Donc, je vais essayer d'être complémentaire de ce que Michel a pu apporter. Peut-être juste en guise de préambule, vous dire d'où je parle. Il y a effectivement notre rapport sur l'alimentation, mais plus globalement, au Secours, on a vraiment à cœur de partir de la parole des personnes, de leur vécu, de leurs besoins. Et c'est dans ce cadre qu'on a réalisé différentes productions, notamment post-Covid ou lors du grand débat, justement pour interroger les personnes sur la société, sur l'évolution, sur nos besoins. Et dans cette logique, on a aussi mis en place un conseil d'animation national qui est une instance rattachée à notre conseil d'administration. Et je vous le précise parce qu'en fait, il est composé à parité entre les personnes ayant vécu l'expérience de la précarité ou encore en précarité, des personnes en charge de l'animation, par exemple des bénévoles, et les personnes en responsabilité. Et c'est notamment à travers ces matériaux que je vais baser mon intervention. Donc, comme Michel, voilà, j'aurai pas mal de verbatim, de témoignages, parce qu'en fait, finalement, ça parle parfois mieux qu'une longue démonstration. Par rapport aux inégalités, il y a toutes celles que Michel, bien sûr, a citées. Moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est que nous, on observe en tout cas une envie de faire et de bien faire. Les personnes en situation de précarité, elles abordent les enjeux de transition écologique avec clairvoyance et avec un sens aigu de la responsabilité, compte tenu des informations auxquelles elles ont accès, comme tout à chacun. Et donc, parfois, on ne se rend pas compte de l'ampleur de l'urgence climatique, mais aussi des dérèglements environnementaux. Mais en tout cas, elles savent que la sauvegarde de notre maison commune, ce n'est pas un luxe qu'on pourrait repousser à plus tard, une fois qu'on aura résolu les problèmes sociaux. Alors, il y a le chiffre que vous avez présenté tout à l'heure qui nous montre que, mais attention, il ne faut pas aller plus vite pour laisser personne sur le bord de la route. Mais en même temps, il y a quand même une conscience de l'urgence de transformer notre société et nos modes de consommation. Et donc l'enjeu, il est bien de réussir à permettre à tous d'accéder aux besoins essentiels, ce qu'on appelle le plancher social, tout en respectant le plafond écologique et cette réduction de l'empreinte écologique. Donc c'est sur la théorie du donut. Voilà, exactement, sur cet espace-là qu'on essaie de travailler. Et peut-être en termes, pour répondre précisément, nous, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a une envie de bien faire, mais une impression d'injonction contradictoire permanente. Michel l'a souligné sur le fait de se dire en fait on aimerait bien participer mais on ne peut pas, soit financièrement, soit parce que en fait j'habite dans un territoire rural et donc sans voiture je ne peux rien faire, mais aussi parce que les personnes et notre société s'inscrivent dans une société où la consommation et la surconsommation règne en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que la question de la lutte contre le consumérisme revient énormément dans nos échanges avec les personnes en précarité. Je vous donne un exemple qui est vraiment d'une banalité extrême, mais qui, je trouve, permet bien de comprendre ce sujet-là. Une dame nous témoignait que quand on a des difficultés et on veut s'insérer dans la société, et encore plus quand les enfants n'ont pas envie de montrer que tous les mois on compte à partir du 5 ou je ne sais quelle date l'argent qui reste sur le compte, et donc on a envie d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Et donc cette dame nous témoignait de se dire ma fille voulait absolument ces baskets-là parce qu'elles sont à la mode. Je vous l'avais dit, c'est très, très basique comme exemple, mais
en fait, sa maman, elle a fait ce qu'elle a pu et elle a acheté des baskets, mais du coup, des baskets qui sont extrêmement polluantes parce qu'en fait, elle a pris les moins chères du marché et donc celles qui polluent énormément et qui ont un impact social aussi très fort. Et donc, on reçoit ces messages il faut faire attention à notre consommation et en même temps, pour m'insérer dans la société, il faut que je fasse comme tout le monde, mais si je fais comme tout le monde, de fait, j'ai des pratiques qui sont polluantes. Pour vous donner un autre exemple, il y a pas mal d'études sur la mobilité inclusive qui démontrent qu'on a des attentes supplémentaires pour les personnes en précarité en termes de mobilité. On leur demande d'être beaucoup plus mobiles que les autres parce qu'il faut pouvoir se rendre dès demain à sa mission d'intérim, à l'entretien, à Pôle emploi, France Travail, bref, en tout cas, on a une injonction à la mobilité chez les personnes en précarité plus forte que sur d'autres. C'est un autre exemple, mais c'est simplement pour se dire que finalement, elles reçoivent ces messages de manière quasi quotidienne. On leur dit faites attention, mais en même temps, vraiment, soyez hyper mobiles. Et vous avez une vieille voiture, mais en fait, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir une vieille voiture. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément et qui entretient un sentiment de culpabilité très fort chez les personnes qu'on accompagne, avec en fait, on ne ferait pas assez bien. Pourquoi un monde, je vous donne des témoignages, un monde meilleur est inaccessible aux plus précaires, voilà ce qu'on nous dit. Ce sentiment de culpabilité, on ne ferait pas assez, mais tout en ayant conscience que globalement, ce ne sont pas les plus précaires qui polluent le plus et surtout qui ont les moins grandes capacités d'adaptation et de résilience. Un autre verbatim, c'est on ne ferait pas assez alors que d'autres polluent plus que nous. Pourquoi moi, je ne peux pas prendre de bain quand d'autres remplissent leur piscine ? Alors quand on a entendu ça, ça pose un peu le sujet. En tout cas, on fait reposer, il y a une sensation pour ces personnes qu'on ferait reposer la transition écologique sur une logique de choix individuel des consommateurs, alors que, de un, toutes et toutes n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes capacités d'y participer. Et surtout, la consommation, on le sait, elle ne résulte pas de simples choix individuels, mais elle est aussi conduite par des choix politiques et de société. Donc j'en viens justement à notre dernière étude sur l'injuste prix de l'alimentation. Alors que d'un côté, on a 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, à minima 2 millions de personnes qui sont obligées de recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir. Dans notre rapport, on met en évidence qu'il y a 48 milliards d'euros qui ont servi en 2021 pour soutenir le système agricole et alimentaire actuel, dont on sait les impacts environnementaux et sanitaires. Donc, en fait, on se situe dans ce quotidien où ces personnes vivent des restrictions et s'en prennent des nouvelles sans savoir en fait par quel bout le prendre. Et c'est aussi ce que soulignait Michel, c'est en fait quel choix faire. Nous, c'est quel produit privilégier. Est-ce que je dois prendre du bio? Est-ce que je dois prendre du local? La question de l'information, en fait, elle est centrale, tant pour connaître ce qui existe, mais aussi pour discerner les choix qu'on doit faire. Est-ce que on peut reprendre l'exemple de la voiture électrique? Vous l'avez tous entendu, et ça concerne pas que les personnes en précarité, mais il y a une vraie défiance aujourd'hui entre, on nous dit aujourd'hui que c'est l'électrique, et il y a 20 ans, on nous disait qu'il fallait du diesel. Est-ce qu'on va nous faire la même chose, en fait? Et donc, en fait, il y a aussi tout ça qui revient sur des personnes qui ont globalement aussi l'impression de ne pas être écoutées, de ne pas être entendues, mais de recevoir énormément de messages qui leur arrivent sans avoir les moyens d'y contribuer. Voilà. Merci. Et alors, du coup, comment faire pour limiter ces fractures? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, dans le même temps, ce qu'on observe, c'est que les familles en précarité, elles mettent en œuvre des pratiques qui ont été longtemps et qui restent, pour certaines, dévalorisées par notre société de consommation. Même si, bien sûr, ça évolue, on va le voir. Faire durer les objets, les remettre en état, les réutiliser, prêter, s'entraider, économiser l'énergie. Tout ça, c'est des mots qui viennent dans notre vocabulaire, mais qui ont été longtemps des pratiques qui étaient marginalisées et qui étaient mises en place pour les plus précaires dans un quotidien où tout est compté. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on observe un changement de regard sur certaines pratiques avant réalisées par souci d'économie, mais qui aujourd'hui peuvent être réalisées pour bien conjuguer cet impératif social et écologique. Le meilleur exemple auquel on peut tous penser, c'est la question de la seconde main, surtout sur l'aspect vestimentaire, là où les associations comme nous et d'autres associations de solidarité, on a depuis des dizaines d'années, et c'est historique dans notre activité, des boutiques solidaires, des vestiaires.
on était plutôt sur une frange de la population qui ne pouvait pas acheter du neuf. Aujourd'hui, on voit bien que l'achat de seconde main est quelque chose d'extrêmement valorisé. Alors ça s'est modernisé, maintenant on a des plateformes numériques, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de se dire que finalement ces pratiques qui marginaliser un peu certaines populations sont aujourd'hui des pratiques qui sont aussi qui peuvent être en tout cas vectrices de cohésion sociale. Sur la mobilité, c'est un peu pareil. Si on prend l'exemple du vélo, par exemple, le vélo, ça a longtemps été, il y a quelques années, le mode de transport du pauvre, en fait, quand on ne pouvait pas s'acheter de voiture pour aller travailler dans un contexte de forte motorisation. Et puis aujourd'hui, parfois, on entend le vélo, c'est un truc de bobo écolo. Voilà. Donc, en fait, je pense que là, on a un enjeu pour limiter ces fractures aussi, à valoriser ces pratiques pour en fait en faire quelque chose de bénéfique pour la société et en fait de se dire que la transition écologique, justement, elle peut permettre d'améliorer cette cohésion sociale. Cela dit, et je pense que c'est important de le préciser, il ne faut pas confondre privation et sobriété, parce que là, on est pleinement dans les enjeux de sobriété. Il faut que cette transition, elle soit juste et que la sobriété, et donc la sortie d'une société d'hyperconsommation, elle résulte d'un choix collectif et d'une responsabilité équitablement partagée, et non justement d'une privation subie par les plus pauvres quand d'autres vivent dans l'opulence. C'est bien là aussi pour moi comment on limite les fractures. On s'assure que tout le monde participe à la hauteur de sa responsabilité, mais aussi à la hauteur de ses moyens. Voilà, je vous laisse poser la question. Non, mais du coup, en fait, finalement, la transition écologique pourrait peut-être même être une opportunité pour limiter les inégalités, en fait. Oui, exactement. En fait, alors, il faut se dire qu'en fait, la transition, on a la conviction qu'elle peut être source du coup d'économie pour les personnes, de réduction des inégalités en matière d'accès aux droits, à l'emploi, etc., si on parle de la mobilité, par exemple, de cohésion sociale, pour peu qu'on choisisse et qu'on priorise des actions collectives et des actions de sobriété. Pour peu que l'on priorise les transports en commun, la rénovation du logement, le réemploi, et que voilà, on prenne collectivement notre part et qu'on ne fasse pas tout résider sur justement le choix et l'achat de produits individuels, parce que là, on sait bien, les chiffres sont là, que si on part uniquement sur une transition qui valorise la voiture individuelle, la consommation actuelle sans rien changer, en fait, là, par contre, on va laisser les personnes sur le bord de la route. Et pour que la transition écologique, elle soit une bonne nouvelle aussi pour notre société et particulièrement pour les plus précaires, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à bien gérer l'articulation court terme et long terme. On doit être vigilant à ce que les politiques mises en place, elles prennent en compte les spécificités et les contraintes des plus précaires. C'est pour ça que notamment les zones à faible émission, ça a fait peur en fait, parce que on avait cette impression qu'on mettait en place une réglementation sans prendre en compte justement des contraintes supplémentaires pour les personnes. Pour les taxes, c'est pareil, pour la hausse du prix de l'énergie. Et en fait, toutes ces mesures, elles doivent nous alerter, non pas pour ne pas les mettre en œuvre, mais en fait pour s'assurer qu'elles soient mises en place dans un esprit de justice sociale. Et ça, concrètement, pour nous, ça veut dire que pour permettre à tous de participer à la transition, il faut accepter qu'on aura besoin d'un accompagnement renforcé et des aides supplémentaires à proposer pour les personnes en précarité. Quand je dis articuler court terme, long terme, je vous donne l'exemple de l'énergie parce que c'est un exemple très concret. On sait que la précarité énergétique, elle explose et qu'elle est là, que nous, les personnes qui viennent nous voir, c'est la deuxième source de dépenses, d'aide qu'on attribue aux personnes. Il y a l'alimentation, l'énergie et la mobilité, qui sont d'ailleurs les 3 postes les plus émetteurs sur lesquels on doit agir. En fait, les personnes, elles viennent à nous pour des enjeux économiques, avant tout. En fait, je ne peux plus payer mes factures, elles sont démentielles. Et donc, l'enjeu de la rénovation des logements, il est bien sûr économique et il est aussi et avant tout écologique. On est vraiment sur la combinaison des deux. Mais là, on parle d'un horizon à 10 ans, 15 ans. Les transports en commun, on aimerait bien, mais c'est pareil. Je ne pense pas qu'on puisse décider de mettre en place un métro dans les 2 années à venir sur un territoire. Mais par contre, comment on accompagne les personnes dès demain
Et ça, c'est là où il faut aussi se dire qu'on va passer par des solutions qui paraissent coûteuses à court terme, mais qui permettront de laisser personne sur le bord de la route. Le chèque énergie, par exemple, en fait, c'est une solution pour permettre aux personnes de ne pas décrocher complètement financièrement, de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels, et en même temps, voilà, d'accepter que sur le court terme, on a besoin d'un renforcement, des aides renforcées via le chèque énergie, via les aides prime à la conversion ou autres, pour se dire, à long terme, on construit quelque chose où, en fait, on aura moins d'inégalités d'accès. Et pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup de finances et d'aides, un levier majeur, il y a l'information, mais il y a aussi comment on prend en compte des contraintes des personnes sur la gestion du quotidien. Sur la question des véhicules, par exemple, en Île-de-France, on peut avoir jusqu'à 17 000 € d'aide pour acheter un véhicule électrique. C'est énorme. 17 000 €, c'est quand même un montant dont on peut se réjouir. Pour autant, aujourd'hui, les personnes doivent faire l'avance des aides. Et donc, concrètement, quand vous faites un microcrédit, les microcrédits, il y en a moyenne, c'est 4 000 €. Donc, on peut faire jusqu'à 8 000 €, mais aujourd'hui, un microcrédit, c'est 4 000 €. Quand vous venez voir une association et une banque pour faire un microcrédit pour emprunter 4 000 €, vous n'avez pas 17 000 € en trésorerie qui attendent gentiment de vous être rendus. Et ça, pour nous, c'est un vrai frein aujourd'hui pour permettre aux personnes d'accéder à des biens plus durables. C'est qu'en fait, on ne prend pas en compte ces enjeux d'avance des aides, qui est en fait, de manière opérationnelle, ce qui bloque concrètement l'accès à des véhicules. Voilà, c'est un exemple très précis, très concret, mais je pense que voilà, ça va dans cette logique de se dire que l'accompagnement, il n'est pas que financier, mais il est aussi comment on prend en compte ces contraintes du quotidien et comment on accompagne aussi les personnes sur ce chemin-là. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions de la salle. Notamment, on demande est-ce que vous avez présenté vos rapports au gouvernement, à des parlementaires, et quelles ont été leurs réactions? Michel. Alors, le rapport du CNLE devait être présenté à la ministre, mais en fait, il y a eu la dissolution, et en fait, ça n'a pas pu avoir lieu. On lance un appel ici. Mais c'est partie remise. Nous, effectivement, alors on a aussi on a publié un rapport en mai sur la mobilité dans les territoires ruraux. Donc pour les mêmes raisons, on a eu des petits reports d'agenda, mais en tout cas, c'est quand même des sujets sur lesquels on arrive à bien travailler, à bien discuter, avec effectivement des parlementaires qui prennent le sujet. Et je trouve que la question de la transition juste, de la justice sociale, de l'accompagnement des ménages est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans l'agenda, même voilà, globalement dans les médias. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Les zones à faible émission, au début, on en parlait de façon soit très écolo, soit de façon très négative. Et alors, c'est pas parfait, hein, mais je trouve qu'on a aussi réussi à avancer collectivement sur l'idée qu'il était possible à la fois d'avoir des contraintes fortes parce qu'il faut y aller à un moment ou à un autre, mais en même temps de reconnaître que certaines personnes allaient en pâtir plus que d'autres. Et on n'est sûrement pas au niveau de ce qu'il faudrait. En tout cas, nous, on a encore plein de demandes de plaidoyer et le rapport du CNLE aussi. Mais je trouve qu'on arrive à sortir de ce qu'on a longtemps dissocié, fin du monde, fin du mois, et qu'on arrive à avancer quand même sur quelque chose qui vise à unir les deux sujets. Une question pour Michel Lelièvre. Donc, votre rapport recommande une évaluation préalable des impacts sociaux associés aux mesures de transition écologique, mais quel serait l'organisme chargé de cette évaluation? Ce serait forcément question technique. Ce serait forcément un tiers de confiance. Hein. Effectivement, on ne pourra pas être jugé parti. Hein. Donc, je ne sais pas. Un organisme comme par exemple France Stratégie, qui est appelé à fusionner, à évoluer. Mais en tout cas, c'est un tiers de confiance qui permettra enfin de garantir non seulement la qualité scientifique des travaux et de l'évaluation, mais aussi l'indépendance, un petit peu tel qu'on le trouve, enfin ces critères, notamment pour la statistique publique, hein, c'est-à-dire
indépendance et rigueur scientifique. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et on va pouvoir enchaîner avec la deuxième table ronde, donc, qui va réunir différents intervenants. J'appelle à mes côtés. Donc on a autour de nous la chance d'avoir Julie Madon, qui est docteure en sociologie, chercheuse associée à Sciences Po, qui a fait une thèse de sociologie sur l'art de faire durer, donc en plein dans nos sujets, pratiques, ressources et négociations des consommateurs pour ralentir l'obsolescence des biens domestiques. On a également Yann Auger, directeur général de l'Association nationale du développement des épiceries solidaires du groupe SOS. Et Benjamin Brice, donc diplômé de l'ESSEC, docteur en sciences politiques de l'EHESS et qui est l'auteur de La sobriété gagnante, pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse chez Librinova, et également l'impasse de la compétitivité chez Les Liens qui libèrent. Donc je vais de la même façon dire quelques mots en introduction sur cette deuxième table ronde. Donc on a vu en fait tous les freins qui pouvaient limiter le passage à l'action. Je voulais un petit peu également dire très rapidement finalement ce que font les consommateurs lorsqu'on leur demande quelles sont les 2 actions qu'ils mettent le plus fréquemment en œuvre pour protéger l'environnement. Le premier élément qui arrive en élément vraiment dans toutes les enquêtes, c'est le tri des déchets. Donc il y a quand même des domaines sur lesquels il y a eu du progrès. Il faut se rappeler que la puissance publique a énormément investi dans tout ce qui était collecte en bas des domiciles. Et il y a 40 ans, on parlait des Allemands avec un petit sourire en se disant qu'ils avaient 4 poubelles. Aujourd'hui, on y est presque. Donc il y a quand même des domaines dans lesquels il y a des choses qui avancent. Deuxième champ dans lequel les consommateurs sont les plus actifs, c'est celui de l'énergie. Alors évidemment, aussi en lien avec les prix de l'énergie qui ont beaucoup augmenté. En revanche, tout ce qui est consommation vraiment consumériste au supermarché, si je puis dire, donc réduire ses déchets, éviter de choisir des produits suremballés, choisir des produits locaux ou acheter des produits écologiques avec un label, on est sur des actions qui sont beaucoup moins présentes dans les quotidiens. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, un changement de comportement, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a une myriade de facteurs qui vont pouvoir intervenir. Bien entendu, il y a ce qu'on peut mettre dans le champ du vouloir, donc être motivé, déjà avoir envie de changer. Donc ça correspond à des aspirations, à des valeurs de société. Si par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Daphné, aujourd'hui on considère que un vêtement de seconde main c'est désirable, on va y aller plus facilement. Il y a également les besoins. Si on a besoin de se déplacer, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on trouve une solution. Les croyances aussi. Est-ce qu'on pense que c'est bon pour la planète de faire telle ou telle chose ? Est-ce qu'on se sent concerné aussi par un élément ? Et puis l'habitude. Et l'habitude, c'est pas forcément mauvais. En fait, on a tous des habitudes parce que c'est aussi un raccourci qui nous permet de gagner du temps. C'est une forme de confort aussi et qui nous évite de nous reposer systématiquement des choix. Donc il y a tous ces éléments-là du côté du vouloir à changer. Et puis évidemment tout ce qui est aussi du côté du pouvoir. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, l'information. Si on n'a pas une information claire, on ne saura pas faire les bons choix. La compétence, parfois, c'est assez technique. On parlait tout à l'heure de l'impact CO2, mais finalement, les impacts écologiques, aujourd'hui, ils sont sur le CO2, ils sont sur la biodiversité, ils sont sur la pollution. Donc, même des grands experts à l'ADEME qu'on interroge sur certains comportements, on leur demande « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ils nous disent « en fait, ça dépend de quel impact vous prenez en compte. » Donc, c'est pas si simple. Et puis, on a aussi des biais de rationalité, où parfois, si on a déjà commencé à équiper notre maison d'une chaudière à gaz, on va finalement continuer à tout mettre en place parce qu'on était déjà enclenché, par exemple, dans une action.
toutes les dimensions aussi de temps, qu'est-ce qui est nécessaire au changement, il faut du temps pour changer. Et puis bien sûr les moyens financiers, on en a largement parlé ce matin. Et enfin les équipements, l'habitat. Si par exemple les jeunes trient beaucoup moins leurs déchets que les plus âgés, mais ils habitent aussi dans des logements beaucoup plus petits, donc c'est pas si facile que ça d'avoir 4 poubelles quand on est dans un 20 mètres carrés. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont liés à l'individu, mais il y a aussi tout ce qui est lié finalement à l'environnement. Les normes sociales, on en a parlé tout à l'heure. Si c'est à la mode d'avoir des baskets, finalement, on va avoir envie de les avoir. Également, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est fiscal. On le voit bien avec les ZFE, avec le diagnostic, par exemple, des logements pour qu'ils soient énergétiquement corrects. Tout ça, ça a un impact sur les ménages, les infrastructures. Si on n'a pas de transport à côté de chez soi, on ne va pas pouvoir avoir une alternative à la voiture. Et l'offre, on en a parlé, comme tout à l'heure, Michel Lelièvre en parlait. Aujourd'hui, ce qui manque beaucoup finalement aux ménages, c'est aussi une offre accessible au niveau environnemental. Et puis après, il y a des acteurs autres que les individus qui vont agir, les médias. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? On avait fait un travail au CREDOC sur comment est-ce qu'on parlait des objets de seconde main. Et bien, dans le temps, on voit que les médias évoluent et suivent un petit peu les comportements des ménages. Il y a 30 ans, ils ne parlaient que de la brocante de Lille, donc c'était de l'achat malin. Et puis aujourd'hui, on a un peu plus d'achats de seconde main pour justement avoir des achats un peu plus valorisés dans les vêtements, par exemple. Il y a un peu plus d'achats plaisir et pas seulement des questions économiques. Donc les médias, l'État, qui va bien sûr être un acteur de poids avec toutes les politiques publiques, et aujourd'hui on en est particulièrement convaincu, je veux dire. Et puis les entreprises qui ont un rôle très important, les entreprises à la fois par l'offre, mais également par l'offre qu'elles proposent, mais également par l'effet d'entraînement qu'elles vont avoir avec la communication, avec la valorisation de leur propre processus de production, puisqu'elles-mêmes ont un impact très important sur l'environnement. Et donc tous ces facteurs-là se mélangent et vont faire qu'on va passer d'une étape qu'on appelle la contemplation, c'est-à-dire je me demande si j'ai envie de changer, à une action. Et puis une fois qu'on a obtenu un changement, malheureusement tout n'est pas forcément gagné, parce que c'est un peu comme dans un régime alimentaire, il peut y avoir des rechutes. Donc il faut aussi que dans le temps, ça puisse se maintenir. Donc le changement de comportement, c'est un comportement qui est vraiment un processus qui est vraiment lent, fragile, multifactoriel et assez exigeant finalement. Il varie en outre suivant les caractéristiques sociodémographiques, les âges, les sexes, la profession, les lieux de vie, suivant les champs d'action. Par exemple, les jeunes sont très à la pointe sur tout ce qui est déplacement mobile vert. Ils vont prendre plus le vélo, le covoiturage, etc. Mais sur le champ de la consommation, ils sont un petit peu en retrait. Ils ont plutôt envie de beaucoup consommer. Bon, on peut aussi le comprendre parce qu'il y a un effet du cycle de vie. Ils sont au début de leur vie, leurs placards ne sont pas pleins, leurs maisons ne sont pas remplies de milliers d'objets inutiles. Il faut simplement qu'ils se logent et qu'ils s'équipent. Selon les contextes aussi, il peut y avoir des ménages qui vont être parfaitement sobres au quotidien, et puis en vacances, on a envie de relâcher les contraintes, et là, on va un petit peu changer nos comportements, et puis suivant les âges de la vie, ou suivant les périodes aussi, on l'a vu là avec l'inflation et la crise économique et le retrait du bio, qui pourtant était sur une courbe ascendante depuis des années. Donc il y a différents instruments qui peuvent être mobilisables par la puissance publique. Tout ce qui est lié à la sensibilisation, à l'information, on en a parlé tout à l'heure, avec des enjeux de savoir aussi quel ton choisir. On a pendant très longtemps choisi des tons très négatifs et très catastrophistes en disant il faut absolument bouger parce que sinon, en gros, c'est la fin du monde. La question se pose aussi d'avoir des tons plus positifs. Est-ce que finalement, changer ses comportements, c'est pas aussi mieux respirer, mieux se nourrir, mieux se déplacer, être en meilleure santé, par exemple? Est-ce que ça, c'est pas un levier au changement d'action qui serait plus puissant que la peur? Ça dépend des individus. Il y a aussi la question de la preuve, de la légitimité de la source. C'est pas simplement informer, mais est-ce que le label, il est crédible? On voit aujourd'hui qu'avec la multiplicité des labels, il y a aussi une défiance qui s'installe en se disant ça va être encore du greenwashing. Donc tout ce qui est sensibilisation, information, mais aussi tout ce qui est fiscalité incitative et ou punitive.
avec les deux leviers, tout ce qui est réglementation, et puis on en a parlé tout à l'heure, l'accompagnement, les infrastructures. Donc on le voit, le changement en fait de comportement des individus, il est pris dans de multiples déterminismes, et on a aussi de multiples types d'actions qui peuvent être mises en place. Alors après cette courte introduction sur les changements de comportement, je me tourne vers Julie Madon, pour poser ma première question. Donc, selon vous, quels sont les leviers et la portée des politiques publiques de soutien à la consommation durable à l'aune de la diversité des consommateurs et surtout de leur niveau de vie? Finalement, est-ce qu'il faut mettre en place des politiques différentes suivant les catégories sociales, et quel type de politique? Oui, merci pour cette question et pour cette introduction. Je pense qu'il y a beaucoup des choses que je vais dire qui vont faire écho à ce qui a été dit précédemment. On est sur la même longueur d'onde sur pas mal d'éléments, effectivement. Juste petit point, donc moi je vais effectivement souvent prendre des exemples de pratiques de consommation matérielle, donc de biens autour des biens domestiques, voilà, des objets présents dans une maison, plus que l'alimentation par exemple, puisque je suis spécialiste plutôt de ces sujets-là. Et j'ai travaillé beaucoup sur des individus qui sont dans une situation économique peu contrainte, donc des personnes qui sont soit de classe moyenne, soit classe aisée, donc ce qui est un focus aussi un petit peu différent. Il y a très intéressant, puisqu'il faut aussi qu'on aborde toutes les catégories. Il n'y a pas que les catégories contraintes qui doivent changer leur comportement, mais aussi les classes aisées. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais effectivement développer. Très bien, ça fait la transition parfaitement, mais c'est effectivement le fait que actuellement c'est assez connu en fait que les ménages aisés ont plus d'impact environnemental que les ménages les plus modestes. On sait que les gestes les plus répandus, les gestes écologiques les plus répandus parmi les plus aisés ne sont pas forcément ceux qui ont le plus grand impact. Ça va être parfois même ceux qui impliquent en fait quand même une forme de consommation qu'on peut valoriser. C'est-à-dire, alors pour vous donner un exemple, dans les faits, alors moi sur mes sujets qui portent principalement sur les questions de durée de vie des objets, en fait on voit que c'est des ménages qui vont acheter des objets plus durables parce qu'ils ont les moyens, donc ils vont avoir des beaux équipements de marque, solides, durables dans le temps. Et d'ailleurs, à l'inverse, il y a un discours qui circule pas mal et que moi j'ai pu voir sur mes terrains, un peu de reproche vis-à-vis des plus pauvres en fait, d'acheter du low cost en fait, qui va faire que effectivement ils vont devoir renouveler peut-être plus parce qu'ils achètent un grille-pain premier prix qui dure peu longtemps et donc ils vont perdre encore plus d'argent à racheter régulièrement. En fait, dans les faits, quand on regarde au niveau des chiffres à l'échelle nationale, les ménages les plus aisés, en fait, quand même consomment et renouvellent plus souvent leurs équipements. Ils vont en fait moins attendre que les ménages les plus pauvres que leur équipement soit en panne pour le remplacer, notamment. Donc il y a un chiffre clé là-dessus, par exemple, c'est que le fait, donc si on prend les ménages les plus modestes, donc qui ont un revenu inférieur à 1 200 €, on a 75% de ces ménages-là qui ont remplacé leur dernière télévision parce qu'elle était en panne. Et en fait, ce 75%, quand on regarde les ménages les plus aisés, donc avec un revenu au-delà de 4 500 €, ils chutent à 56%. Donc en fait, finalement, ces ménages-là vont être plus peut-être dans une écologie du geste, si je reprends les termes d'un collègue, Maël Ginsburger, qui a travaillé sur ces questions-là aussi, tandis que les plus pauvres vont avoir plutôt une écologie de la frugalité, donc ils vont effectivement consommer moins parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, de fait, et puis potentiellement avoir un plus fort capital manuel, donc bricoler potentiellement plus, réparer, etc. Donc peut-être qu'il y a un travail en fait à faire, peut-être de repriorisation, mais dont on a déjà de plus en plus conscience, en fait, à la fois une repriorisation des recommandations. On a vu là tout à l'heure que les pratiques les plus courantes, par exemple, c'était le tri des déchets, effectivement, parce que si beaucoup de communication a été faite là-dessus, donc ça montre le succès en fait des politiques publiques à ce sujet-là. Donc effectivement, des recommandations qui cibleraient d'autres pratiques à fort impact environnemental pourraient être particulièrement intéressante et importante. Et puis, par ailleurs, un travail aussi de prise de conscience, ou en tout cas se rappeler que les cibles sont finalement parfois les ménages les plus riches et finalement les ménages les moins aisés peuvent être quelque part déculpabilisés de certaines pratiques dont on les charge parfois à tort.
Le deuxième point, peut-être pour terminer de répondre à cette question que je voulais développer, c'est le fait qu'en fait, les individus n'ont pas une marge de manœuvre absolue sur leur pratique. Il faut en fait souvent les accompagner dans leur volonté. Alors je reprends ici l'exemple de la durée de vie des objets, le fait de faire durer quand on est un consommateur. En fait, on voit que même les individus qui sont peu contraints économiquement, ils peuvent chercher à faire durer. Il y en a, moi j'en ai beaucoup rencontré sur mon terrain, des personnes qui sont sensibilisées sur ces questions-là. Mais dans tous les cas, ils rencontrent quand même des obstacles. Alors les obstacles, ça peut être effectivement cette information encore peu claire sur, en tout cas à leurs yeux, sur l'offre de produits durables. On parlait tout à l'heure de l'abondance de labels, voilà, l'abondance d'informations, mais finalement dans laquelle il faut quand même fouiller. Et puis alors ça commence à être un petit peu résolu par les indices de réparabilité qui vont devenir indices de durabilité bientôt, qui permettraient de donner effectivement une information clé, un peu claire sur le choix des produits, des produits et sur leur durabilité. Mais effectivement, il y a cette question de l'information qui est importante. Et puis, il y a la question aussi de l'absence de services de réparation, en tout cas aux yeux des ménages, à un coût jugé raisonnable ou rationnel pour eux par rapport au prix d'achat. Parce que souvent voilà, beaucoup d'individus se disent voilà, le prix d'achat, en fait, de fait, est de plus en plus faible, notamment parce qu'on délocalise beaucoup la fabrication. Et donc, la réparation qui, elle, se fait en France, à un certain coût, et donc certaines personnes, notamment dans les ménages les plus pauvres, n'ont pas forcément accès à cette question de la réparation. En tout cas, la réparation professionnelle, la réparation soit auprès d'un service après-vente, soit auprès de réparateurs indépendants. Donc voilà, en fait, ce qu'il faudrait peut-être, ce sur quoi moi j'aime bien mettre l'accent suite au terrain que j'ai pu faire auprès des ménages et en voyant en fait les contraintes auxquelles ces ménages-là sont confrontés, c'est que en fait il y a une transformation de l'offre à opérer. L'enjeu, c'est de ne pas interdire toute forme de consommation aux plus pauvres en augmentant les coûts, effectivement, mais c'est en même temps de ne pas faire de la longévité ou de la sobriété qu'une question de pauvres, en fait. Donc la puissance publique peut aider à lever ces obstacles, en priorisant non pas la responsabilisation individuelle, mais peut-être aussi la responsabilité des entreprises. Donc là, on va dans le bon sens, notamment avec ces questions de ces lois qui punissent l'obsolescence programmée, ces indices dont je viens de parler, le bonus réparation aussi, qui est un bonus qui a été acté pour effectivement réduire les coûts de la réparation. Mais voilà, en fait, il y a des efforts aussi à poursuivre là-dessus. Beaucoup de lois qui ont été recommandées par aussi des associations, voilà, sur l'éducation à la réparation à l'école. Je sais qu'en Suisse, j'avais un enquêté suisse qui avait appris à coudre à l'école. C'est des compétences qui sont très très importantes pour redonner en fait la sensation déjà qu'on a les connaissances pour être actif, pour réparer. Soutenir voilà toutes les structures qui essaiment, comme les Repair Cafés, comme les ressourceries dans leur développement, et puis soutenir les politiques des entreprises qui développent la durabilité, puisque comme on le disait, les acteurs marchands sont vraiment des acteurs clés sur ces sujets-là. Et donc voilà, ils peuvent permettre de faire changer les choses. Donc finalement, pour répondre à la question, en fait, pour atteindre les consommateurs dans leur diversité, notamment dans l'inégalité de leurs conditions de vie, en fait, les mesures à prendre pour aller vers davantage de sobriété matérielle, en tout cas, pourraient, à mes yeux, cibler en priorité les pratiques de production, au-delà des pratiques de consommation en tant que telles. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. Finalement, comment permettre à chacun, par la consommation, de répondre à ses besoins, tout en consommant moins de ressources et de manière juste et équitable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu contradictoire ou difficile, une équation cette question, c'est intéressant parce qu'elle mentionne la question des besoins. Et donc ça donne envie de réfléchir à la notion de besoin, on en parlait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est de l'ordre du nécessaire et qu'est-ce qui est de l'ordre du désirable, en fait. À ce titre, effectivement, les représentations jouent un rôle assez primordial et il y a un intérêt à savoir jouer sur elles, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai pu croiser effectivement sur mes terrains, c'est voir que en fait, on a un discours majoritaire d'incitation à la consommation, quand même, il faut le dire, et qui infuse au sein des ménages, qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit le niveau de revenu, la classe sociale concernée. Il y a l'idée quand même partagée qu'il faut consommer pour exister, pour avoir une place, pour s'insérer socialement.
Et donc l'idée aussi, à l'inverse, que ne pas renouveler, garder ses objets longtemps, ne pas consommer, c'est être pauvre, c'est être radin, c'est être ringard, c'est se retirer de forme de lien social. Et en opposition, on a quand même le développement d'un discours écologique qui fonctionne, de fait, sur les classes moyennes diplômées en priorité, peut-être moins sur les classes plus aisées et qui vont peut-être moins recevoir ce discours-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un discours qui est reçu. On peut voir en fait que de fait, les représentations peuvent changer au cours de la vie. Je suis sociologue, donc je ne résiste pas à donner quand même un exemple du terrain. J'avais une enquêtée que j'ai appelée Chantal pour l'anonymisation, mais qui était en fait qui évoluait dans un cercle de traders, d'individus qui travaillaient dans la finance. Son mari travaillait dans la finance, et en fait son mari, elle était femme au foyer. Son mari a été licencié, donc il y a eu une chute drastique de revenus au sein du ménage. Et en fait, c'était très intéressant de voir son expérience à elle, parce qu'elle me disait, j'étais complètement démunie, parce que pour moi, en fait, la consommation, c'est important, ne serait-ce que dans mon cercle en fait amical. Et elle a découvert de fil en aiguille, elle a lu des livres sur le zéro déchet, elle a découvert des ressourceries dans son quartier, et finalement, elle se dit, par le seconde main, et elle m'a dit vraiment texto cette phrase, je peux continuer d'exister socialement, en fait, parce que justement, je découvre un discours alternatif, ça connecte des gens, il y a des bénévoles dans ces ressourceries-là où je peux me rendre. Enfin voilà, en fait, c'est une autre forme de communauté. Donc finalement, on voit que là, les représentations en fait peuvent évoluer, et que finalement, cette personne qui a priori n'était pas forcément sensible aux discours environnementaux, finalement y est arrivée par son parcours de vie. Et ça lui a permis en fait, de changer de mode de consommation et de revaloriser ses formes de non-consommation finalement, ou en tout cas de réduction. Donc en fait, c'est très intéressant effectivement de valoriser ces normes sociales qui sont concurrentes aux normes peut-être plus dominantes ou plus classiques, vers des normes plus valorisant davantage la sobriété. Alors qui passe effectivement par différents canaux. Vous mentionniez les médias qui sont tellement importants, l'industrie culturelle, les publicités marchandes. Je pensais aux influenceurs aussi, qui sont quand même sur les jeunes, qui jouent un rôle très important. Il y a des discours qui se développent, je pense à l'industrie culturelle, il y a des discours comme cette question du minimalisme qui a eu un essor assez important sur des plateformes comme Netflix, qui font l'objet de documentaires, de séries documentaires, et qui vont attirer en fait des personnes qui ne sont pas forcément la cible première qu'on imagine. Moi, j'avais des enquêtés qui sont consommateurs d'Amazon notamment, qui ont un abonnement Amazon, qui renouvellent souvent leur équipement, et qui en fait, en regardant des séries Netflix, se sont dit mais en fait le minimalisme, il y a aussi un retour de sens dans ma consommation, il y a une question du bien-être aussi, de qu'est-ce que je cherche, et donc finalement on revient à cette question des besoins, mais qu'est-ce qui est nécessaire dans ma consommation, et comment est-ce que je trouve du plaisir dans autre chose que de la consommation. Du côté des discours marchands, il peut y avoir aussi peut-être la question de peut-être la valeur patrimoniale, l'objet artisanal, l'objet made in France, c'est des choses qui marchent aussi chez les individus qui ont le plus de moyens, des objets de seconde main mais qui sont historiques, qui ont une patine aussi. Donc ça, c'est des discours effectivement qui peuvent se développer et atteindre en fait des personnes autrement, et revaloriser ces pratiques-là. Donc, et puis un dernier canal effectivement qui serait éventuellement de former les influenceurs et les célébrités qui continuent pour l'instant de promouvoir un accès à la consommation à outrance. Je pense qu'il y aurait un bon sujet là-dessus. Donc pour conclure, effectivement, comment permettre à chacun de répondre à ses besoins tout en consommant moins de ressources. Effectivement, dans le cas des biens matériels, en tout cas, à la fois bien sûr un allongement de la durée de vie des produits commercialisés, en encadrement en fait par des lois, par une régulation, mais aussi une transformation de cette notion de besoin et une revalorisation en fait de pratiques de sobriété, à mes yeux. Merci beaucoup, Julie Madon. Je vais me tourner maintenant vers Yann Auger, donc directeur général de l'Association nationale du développement des épiceries solidaires du groupe SOS, avec les mêmes questions. Donc finalement, quels sont les leviers et la portée des politiques publiques de soutien à la consommation durable, et est-ce que cette portée est différente suivant les catégories de consommateurs ? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je pense qu'on a eu des interventions extrêmement intéressantes sur le cadre
global jusqu'à présent et sur les enjeux globaux, y compris donc à la table ronde précédente. Pour ma part, je vais vous proposer de faire le zoom sur l'enjeu particulier de l'alimentation, déjà évoqué en bonne partie aujourd'hui, et puis sous l'angle qui est notre spécialité d'un certain point de vue, même si le mot n'est pas très joli ici, qui est les publics précaires, donc la lutte contre la précarité alimentaire. Donc pour vous reposer un tout petit peu le cadre sur ces sujets, on a eu le chiffre en introduction de la première table ronde qui est quand même effarant, 49% de la population qui affirme être en difficulté pour consommer ce qu'elle souhaite, avec vraiment ce marqueur de la précarité qui n'est plus seulement la privation au sens très large, les quantités insuffisantes, etc., mais aussi donc une incapacité à choisir ses produits, ce qui nous ancre dans la problématique du jour. On va y revenir. On a, chiffre qui n'a pas été cité, 31% des actifs, donc avec des bas salaires, qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc cette problématique d'accès à l'alimentation ne touche pas qu'une petite frange de la population, ce que le premier chiffre illustrait d'ores et déjà très bien. Et puis on a une problématique très bien évoquée aussi jusqu'à présent, mais qu'on peut compléter sur le prix des produits. Évidemment, ça va de soi, les produits labellisés, engagés, etc., sont plus chers. On peut aussi reporter ce raisonnement-là sur les catégories de produits. Un élément très frappant pour nous quand on travaille dans la lutte contre la précarité alimentaire, c'est que les fruits et légumes sont les produits les plus chers. Ce sont les plus chers lorsqu'on raisonne en calories apportées pour le consommateur. Ils sont loin devant les autres et, en prix, et bien loin devant la plupart des aliments ultra transformés, souvent assez peu coûteux, plutôt accessibles, mais d'une qualité bien sûr tout à fait discutable. Donc voilà, sur tous ces sujets, malheureusement, on est dans la situation où l'alimentation est un des premiers postes sur lesquels les ménages font des arbitrages lorsque la situation se tend. Et c'est ce qui aboutit aux chiffres qu'on donne en introduction. Alors, pour zoomer un peu et aller au cœur de mon propos, moi je pense qu'il est intéressant que je vous soumette le cas d'école que sont les épiceries solidaires, qui sont donc le cœur d'activité de notre association et qui ont, dans le secteur de la lutte contre la précarité alimentaire, quelques particularités qui nous amènent au cœur de la problématique. Parmi ces particularités, elles s'adressent à des personnes qui sont certes en difficulté, mais qui ne sont pas dans des situations d'urgence. Donc on se situe très souvent d'ailleurs, alors soit sous le seuil de pauvreté bien sûr, soit entre le seuil de pauvreté et les budgets de référence dont a très bien parlé le CNLE. Donc on a potentiellement jusqu'à 35% de la population qui peut se retrouver dans la cible entre guillemets de ces épiceries. Et autre particularité intéressante, dans ces épiceries, on y choisit ses produits. Et donc c'est là que ça devient intéressant au regard de notre problématique. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler aussi que lorsqu'on intervient dans la lutte contre la précarité alimentaire, le premier sujet est avant tout de nourrir les personnes. Et puis, malheureusement, je suis navré d'être très caricatural, viennent dans un second temps les préoccupations sur la qualité des produits, et y compris sur la qualité écologique des produits. Donc, et ce raisonnement est valable tant pour les bénéficiaires eux-mêmes que pour les structures d'aide alimentaire, on se retrouve très régulièrement à faire des arbitrages entre les volumes de produits et la qualité des produits. En fin d'année 2022, lorsqu'on était en plein pic inflationniste, on avait fait une enquête auprès des épiceries de notre réseau qui avait mis en évidence que 40% d'entre elles menaient volontairement une action de réduction soit
des quantités auxquelles les bénéficiaires avaient droit, soit de la qualité. Et chacune y va de son arbitrage en fonction de la situation des personnes, des possibilités d'approvisionnement, etc. Donc on est quand même là au cœur du sujet. Bon. Une fois qu'on a dit ça, là aussi, pas d'inquiétude, je vais répondre à la question posée. On est sur les politiques publiques en soutien à la consommation durable. Que peut-on faire et donc appliquer à ce sujet d'étude, à ce cas d'école ? Historiquement, en tout cas depuis une bonne dizaine d'années, le cœur du soutien public au secteur de la lutte contre la précarité alimentaire va à la défiscalisation des dons de produits par la grande distribution, par les acteurs de l'agroalimentaire et quelques autres. Puisqu'une bonne partie historiquement de l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire vient de ces dons. Il y a donc un couplage qui a été fait plus ou moins volontairement entre la lutte contre la précarité alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il se trouve que ça n'est pas sans poser question. Ça n'est pas sans poser question, puisque par définition, quand on récupère des produits, on ne les choisit pas. Leur qualité peut être plus ou moins bonne, souvent quand même assez faible. Et puis, il y a tout le débat de savoir si le fait de récupérer en bout de course est une incitation à maintenir le gaspillage alimentaire pour les entreprises qui, in fine, font les dons. Donc voilà, il y a tout ce débat qui agite le secteur, et dans le milliard à peu près, puisque c'est ça l'ordre de grandeur, d'argent public mis sur la lutte contre la précarité alimentaire, il y en a une petite moitié, voire une bonne moitié, qui va à ce soutien au travers de la défiscalisation. Tout ceci est en train de changer, puisque, bonne nouvelle, le gaspillage alimentaire semble un peu mieux maîtrisé, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, et un peu mieux maîtrisé, ça a une conséquence, c'est que les dons sont en diminution. Donc les dons sont en diminution, et nous voilà acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire et pouvoir public face à nos responsabilités. Il faut trouver d'autres moyens pour nous approvisionner. Et en clair, dans les années qui viennent, nous aurons moins de dons et besoin de plus d'argent pour acheter des produits. Donc derrière ce que je vous explique là, il y a évidemment un besoin d'argent public pour financer ces structures, pour l'approvisionnement, etc. Mais quel argent public, quels critères ? Est-ce qu'on en profite pour engager une démarche de transition, y compris dans l'offre alimentaire de nos structures? C'est tout le sujet qui nous a occupés depuis 1 an ou 2, dans le cadre d'une grande concertation qui a été menée au niveau national, et qui a conduit, je vous prie de m'excuser, à la création du programme Mieux manger pour tous. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je voulais qu'on s'arrête une seconde dessus. Le programme Mieux manger pour tous, c'est un gros financement public dédié à l'aide alimentaire, et qui a posé le principe, je pense pour la première fois dans notre secteur, d'une sorte de éco-conditionnalité de la subvention publique. Donc certes, on répond à un besoin social qui est vital, les structures ont absolument besoin de s'approvisionner, mais on commence à y mettre des critères avec des catégories de produits privilégiés, avec des engagements sur des labels de qualité, sur le développement du bio et sur tout un tas de choses en plus. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pour boucler la boucle d'ailleurs avec mon affaire de baisse du gaspillage alimentaire, j'étais très intéressé par le propos d'une précédente intervenante qui expliquait que la seconde main était maintenant prisée plutôt par les personnes avec des revenus plutôt aisés. Je pense qu'on a à peu près la même chose sur notre sujet de lutte contre le gaspillage alimentaire, où maintenant il est sympathique d'aller chercher son panier anti-gaspi ou ses produits stickés à moins 30 ou moins 50%. C'est donc en partie, même s'il y a débat sur le sujet et qu'on n'a pas de chiffres, c'est donc en partie des populations plus aisées qui accaparent les résidus de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et nous, associations, devons nous organiser autrement, et idéalement le plus possible, comme je viens de le décrire, avec ce type de financement qui nous engage sur la voie de la transition écologique. Enfin, j'espère ne pas être trop long, c'est bien de pouvoir
acheter des produits d'une qualité plus intéressante, qui vont dans le sens qui nous occupe aujourd'hui. Mais ce que j'évoquais en préambule, c'est quand même que les personnes qui fréquentent les épiceries solidaires ont le choix de leurs produits, ce qui est une nuance très importante. Et donc, encore faut-il que ces personnes se retrouvent dans l'offre produit qui évolue, qui intègre plus de vrac, plus de produits bio, plus de produits locaux, etc. Et là, autant vous dire que c'est pas simple. Là aussi, on retrouve beaucoup des thématiques qui ont été évoquées ce matin. On fait face parfois à des réactions du type le bio c'est bien mais c'est pas pour moi, le vrac non merci, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est moins cher que les produits emballés. Enfin bon voilà, on s'embarque dans des débats de ce type-là et donc il va de soi qu'il y a un enjeu très important sur l'information, vous l'avez toutes et tous dit dans les interventions, avec quand même cette préoccupation pour nous, puisqu'on laisse le libre choix des produits aux personnes qui fréquentent les épiceries, de ne pas tomber, donc pour nous, dans une posture paternaliste ou moralisatrice, où on leur dirait « vous avez le choix, mais il faut choisir ce produit-là ». Et donc là, on a une vraie ligne de crête pour trouver le juste équilibre entre une offre globale dans laquelle chacun doit pouvoir faire selon ses goûts, selon sa culture, selon son engagement, et malgré tout une action visant à orienter petit à petit, y compris donc les bénéficiaires des épiceries solidaires, vers la voie d'une consommation durable. Vaste débat. Mais du coup, comment vous faites finalement pour accompagner la mixité des publics aussi, en fait? Vous avez des publics de nature très diverse. Exactement. Si la deuxième question vise à nous interroger sur la manière par laquelle tout le monde peut s'inscrire dans cette consommation durable, la meilleure réponse que les épiceries peuvent apporter, c'est le développement qui est en plein boom de ces épiceries dites mixtes, qui s'adressent non seulement à des personnes, certes en situation de précarité admis sur critères sociaux, etc., mais aussi à des consommateurs lambda qui vont venir faire leurs courses dans l'épicerie pour la soutenir et ainsi et donc qui payent eux 100% de la valeur marchande des produits, contrairement aux bénéficiaires qui payent en général entre 10 et 30%. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué ça dans la définition. Donc voilà, au travers d'un engagement à venir consommer dans les épiceries, le consommateur lambda ou plus aisé, appelez-le comme vous voulez, peut venir contribuer à créer de la mixité et soutenir une structure qui va offrir une solution à chacun selon sa situation et ses revenus. Voilà, il y a d'autres projets, d'autres expérimentations intéressantes que la mixité. Je ne les citerai pas toutes. Je pense que la plus ambitieuse d'entre elles en ce moment sur les sujets de la lutte contre la précarité alimentaire, c'est bien sûr cette grande problématique, enfin cette ambition portée par certains autour de la sécurité sociale de l'alimentation, dont je ne vais pas vous faire une description complète aujourd'hui. Je vous invite à vous renseigner si vous n'êtes pas familier. Mais voilà, c'est une proposition très ambitieuse qui vise à renverser complètement la table sur ces sujets pour offrir à l'ensemble de la population le même accès, ou en tout cas un minimum d'accès à des produits de qualité, durables, bio, locaux, etc., conventionnés selon un système de démocratie participative. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème qui se met en place autour de cette proposition globale et qui se traduit en ce moment par bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses, quelques expérimentations sur certains territoires engagés. Bien, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers notre dernier intervenant, donc Benjamin Brice, qui a écrit notamment 2 ouvrages sur les questions de sobriété et puis l'impasse de la compétitivité. Donc pour vous, Benjamin, quels sont les leviers et la portée des politiques publiques et comment est-ce que ça peut se décliner suivant les différents niveaux de vie ?
Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Et ce que je comptais faire, donc plus en rapport avec mes livres, c'est-à-dire le contraire, dézoomer en essayant de voir les choses plus un peu au niveau macro. Ce qui m'intéressait comme point de départ, c'était partir de la question du paradoxe du pouvoir d'achat, parce qu'il semble qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat tel que mesuré par l'INSEE, on s'aperçoit qu'il est en croissance. Il est en moindre croissance depuis la crise de 2008, mais il continue à être en croissance avec entre, disons, 1 ou 2% de croissance du pouvoir d'achat chaque année, hors crise, bien sûr. Et en même temps, la question du pouvoir d'achat vient de plus en plus au premier plan avec une insatisfaction croissante. Et pour prendre un exemple, donc avec les données du Crédoc, reprises par l'INSEE, entre 1979 et 2019, on s'aperçoit que la satisfaction moyenne des Français vis-à-vis de leur pouvoir d'achat a été divisée par 2. Et pourtant, quand on regarde la consommation matérielle, la surface des logements par personne a augmenté, nos véhicules sont plus sophistiqués et plus puissants, nous voyageons en moyenne beaucoup plus loin. De nouveaux équipements sont apparus, par exemple les micro-ondes. La consommation de viande a plutôt eu tendance à augmenter. Et il y a bien sûr tous les produits numériques qui n'existaient pas il y a 40 ans et qui aujourd'hui sont dans tous les foyers. Et donc en même temps, cette satisfaction a été divisée par 2. Et la contrainte, par exemple, sur l'alimentation, entre 1979 et 2019, a été multipliée par 3. Et on a vu qu'en plus, depuis 2019, elle a carrément explosé. Et même chose pour la contrainte, par exemple, pour les dépenses de santé, etc. Donc pourquoi ce paradoxe et pourquoi cette divergence? Il me semble que la différence vient, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, par la hausse des normes de consommation. Ce que la société nous pousse à consommer a augmenté plus vite que nos capacités de répondre à ces besoins. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat tel qu'on le mesure en rapport entre la rémunération en enlevant l'inflation ne suit pas, le mouvement de consommation nécessaire pour mener une vie en quelque sorte normale dans la société. Ce qui apparaissait comme du luxe il y a quelque temps devient peu à peu une nécessité. On a connu ça dans les derniers siècles, mais ce mouvement continue. Et je veux dire, le smartphone, il y a encore 10 ans, ou un peu plus, était un luxe. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour n'importe qui dans la société. À côté de ça, il y a également les inégalités de pouvoir d'achat. Quand on regarde l'évolution globale du pouvoir d'achat tel que mesuré par l'INSEE, eh bien, ça ne dit pas forcément l'évolution des différents déciles. On s'aperçoit que dans la dernière période, les premiers déciles de revenus, donc les gens avec moins de moyens, ont en général une évolution un peu moins favorable que les déciles supérieurs. Ensuite, il y a la manière dont l'inflation est mesurée. Donc, l'indice des prix à la consommation donne une consommation moyenne à l'échelle de la société, mais en fait, dans les différentes catégories sociales, cette consommation n'est pas forcément la même. Un exemple très connu, c'est que dans l'indice des prix à la consommation, si vous prenez le logement et toutes les charges autour du logement, c'est 14% du poids de la consommation des ménages. C'est forcément une moyenne. Quand on prend le quart des personnes les plus riches, c'est en fait uniquement 8%, parce qu'il y a énormément de propriétaires et le remboursement des emprunts n'est pas vu comme une dépense de consommation, mais une dépense d'investissement. Et en revanche, quand on prend les personnes sous le seuil de pauvreté, là, le poids du logement et des charges liées au logement, c'est 37%. Or, dans les 20 dernières années, le coût du logement a augmenté plus vite que l'inflation. Donc forcément, ce calcul de l'inflation sous-estime l'inflation pour les ménages les plus aisés, la surestime pour les ménages les plus aisés et la sous-estime pour les ménages les plus pauvres. Et enfin, dernière chose, c'est les données de l'adresse pour 2011. On s'aperçoit que quand on prend le premier décile de niveau de vie et le dernier décile de niveau de vie, après redistribution, le décile, c'est le seuil, ce n'est pas la moyenne des 10% du haut et du bas. Il y a un écart de 1 à 3 après redistribution pour les revenus. Donc l'écart ne paraît pas énorme. Mais quand on enlève les dépenses contraintes, disons qu'on peut rattacher aux dépenses préengagées, l'écart passe de 1 à 6. Et quand on enlève en plus l'alimentation, l'écart passe de 1 à 10. C'est-à-dire que toute
petite évolution sur le pouvoir d'achat est beaucoup plus ressentie en bas de l'échelle sociale qu'en haut de l'échelle sociale, car le revenu qui nous permet d'acheter, disons, le petit plus une fois qu'on a tout payé, le rapport est, est beaucoup plus élevé que le rapport après simple redistribution, parce que le poids des dépenses contraintes et de l'alimentation est plus fort en bas de l'échelle sociale. La question qui se pose, c'est donc comment résoudre ce problème de pouvoir d'achat. Il me semble que la réponse officielle, ou disons la réponse du gouvernement, c'est la croissance. En gros, pour pouvoir faire face à ce problème du pouvoir d'achat, il faut que les salaires augmentent, il faut que les revenus augmentent, il faut davantage de croissance. Et la politique publique, notamment la politique économique, est tournée vers la croissance. En théorie, voilà ce qui est mis en avant, mais dans les faits, on s'aperçoit que la croissance est relativement faible. On tourne en général autour de 1%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est le cas depuis plusieurs décennies. Eh bien, en fait, cette hausse du pouvoir d'achat est financée par la dette à travers des transferts sociaux, la prime d'activité, des aides diverses et variées. Et on a vu récemment avec l'inflation des aides très importantes pour l'essence, pour l'électricité, etc., qui expliquent d'ailleurs notamment le fait que les recettes fiscales pour les années 2023 et 2024 soient plus faibles que prévu, donc ce qui creuse finalement le déficit et le niveau de la dette publique. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine fuite en avant, parce que de toute façon, la croissance telle qu'on l'a connue dans les 30 Glorieuses sans doute, mais même encore dans les années 80 et 90, a peu de chances de revenir. Pour quelles raisons? D'abord, il y a la pression géopolitique qui fait que les risques de guerre sont importants, et tout ça met une pression très forte sur le commerce international et donc la dynamique de la croissance mondiale. Il y a les conséquences écologiques qui vont avoir des coûts très importants pour nos sociétés dans les décennies à venir. Et il y a le vieillissement de la population qui fait que de toute façon, la croissance est de moins en moins dynamique. Donc on arrive de la sorte à la fois le problème de pouvoir d'achat et un endettement notamment extérieur qui augmente de plus en plus. Donc il me semble que si la croissance est durablement faible, comme on peut s'y attendre quand on regarde le contexte extérieur, alors il va falloir s'intéresser davantage à nos besoins de consommation, ce que l'on a besoin de consommer pour mener une vie normale. Et cela, je crois, nous mène à la fois sur la question des inégalités, redistribution, etc., mais également la question de la sobriété, et notamment de la sobriété matérielle. Comment faire pour que globalement, nous ayons besoin de moins consommer, en tout cas du point de vue matériel, tout en ayant une vie sociale épanouie. Dans le cas de la France, il me semble que cette solution est envisageable sans le voir de manière trop négative, car nous avons déjà un très fort déficit commercial. C'est-à-dire que notre consommation matérielle est en fait très peu produite sur le territoire national. Si on prend les combustibles fossiles, ils sont importés à peu près 100%. Et si on prend la valeur ajoutée des produits fabriqués, c'est-à-dire tous les produits industriels hors agroalimentaire, eh bien 6/7 de cette valeur ajoutée est importée en France. Donc, il me semble que pour cette question du pouvoir d'achat, nous aurions intérêt à regarder davantage du côté des importations et de la consommation que du côté des exportations, ce que nous avons tendance à faire quand nous réfléchissons en termes de croissance. L'avantage, c'est un avantage en termes de résilience dans un monde de plus en plus compliqué, davantage d'indépendance du côté de la production. L'avantage est écologique. De toute façon, quand on regarde l'évolution de la consommation matérielle dans le monde, il semble que nos modes de vie ne sont pas généralisables à l'échelle de la planète. Pour prendre un exemple, l'impact matière de la consommation d'une personne en France, c'est 16 tonnes, donc biomasse, combustibles fossiles, métaux, minerais non métalliques. En Inde, c'est 5 tonnes. Il est clair que si tous les Indiens consommaient comme les Français, eh bien, les limites planétaires seraient encore plus dépassées. En France, la consommation moyenne d'une personne en France, c'est presque 3 tonnes de combustible fossile, parce que la plupart des produits que nous consommons sont en fait produits dans des pays où on utilise notamment du charbon pour produire l'électricité.
En Inde, c'est moins d'1 tonne par personne. Il y a le coût du déficit commercial. Le coût du déficit commercial se répercute sur le déficit de la balance courante, se répercute sur l'endettement extérieur et restreint les marges de manœuvre budgétaires de l'État français. Et également la question de la colère sociale qui, pour le pouvoir d'achat et pour toutes les questions liées, crée de nombreux problèmes. Et là, effectivement, il y a un moment, il va peut-être falloir se poser la question de savoir comment baisser non pas le pouvoir d'achat, mais le coût de la vie. Le coût de la vie, avec nos besoins de consommation qui augmentent, est devenu trop élevé par rapport à nos moyens. Ensuite, la question, donc, sobriété et pouvoir d'achat. Quelle convergence possible ? Il me semble que la bonne nouvelle, en tout cas que nous montre la question de la satisfaction par rapport au pouvoir d'achat, c'est que le pouvoir d'achat, ce n'est pas une consommation matérielle dans l'absolu. C'est toujours lié à un contexte social, c'est-à-dire que notre niveau de consommation matérielle peut donner lieu à de la satisfaction pour pouvoir d'achat ou pas, mais qu'en tout cas, le lien n'est pas forcément mécanique. Et ça se voit à l'échelle mondiale. À partir d'un certain niveau de consommation matérielle, eh bien, la satisfaction dans la vie n'augmente plus, que nous soyons aux États-Unis, en France ou au Japon, etc. Sachant qu'aux États-Unis, la dépense énergétique par personne est 2 fois plus élevée que dans un pays, par exemple, comme la France. Et il y a des convergences, je n'y reviens pas parce qu'on a parlé ce matin, mais sur la réparation, la rénovation thermique, l'éco-conception, la baisse des protéines animales. Tout ça, ce sont des pratiques qui, normalement, devraient permettre de soulager le pouvoir d'achat. Pour prendre un exemple qui n'a pas été abordé, celui de la voiture, entre j'espère que je parle bien dans le micro, entre 2010 et 2020, le coût moyen d'un véhicule neuf est passé de 20 000 à 27 000 euros en euros constants, donc en enlevant l'inflation. Pourquoi ? Parce que les véhicules donc, sont surdimensionnés, mais également parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués. Il y a de plus en plus d'électronique qui coûte très cher dans la fabrication d'un véhicule. Le problème, c'est que ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les véhicules neufs sont inabordables pour une bonne partie de la population. C'est surtout d'ailleurs les entreprises qui les achètent. En termes de déficit commercial, le déficit commercial pour les véhicules, c'est 24 milliards en 2023. Un coût écologique important, que ce soit l'électronique ou le surdimensionnement, ça coûte cher. Et en plus, ça augmente la consommation de combustibles fossiles qui sont eux-mêmes importés. Là, clairement, en termes de planification écologique, nous aurions sans doute intérêt à aller du côté de véhicules plus sobres, abordables et notamment à nouveau abordables pour les classes populaires et fabriqués, si possible, en tout cas en partie localement, car les bénéfices qui se trouvent là-dedans sont à la fois donc écologiques, économiques et sociaux, des emplois hors des métropoles, des emplois donc des cotisations sociales qui permettent de réduire les déficits ou d'investir davantage dans les services publics qui en ont bien besoin, etc. Et là, pour ça, les différents leviers, il y a bien sûr les aides, le bonus-malus qui commence à être orienté, mais qui pourrait l'être encore plus. Et il y a notamment les questions des flottes d'entreprises sur lesquelles les possibilités réglementaires ou fiscales sont très importantes pour orienter la demande dans une certaine direction. Voilà, c'était juste les leviers généraux, parce que je crois que c'était la deuxième... Oui, tout à fait. Je vais regarder si on a... Merci beaucoup. Pratiquez-vous des promotions et des publicités dans vos magasins ? Y a-t-il un enjeu à attirer des consommateurs sur certains produits ou la dimension sociale écarte-t-elle toute préoccupation de cet ordre ? On ne fait pas de promotion ni de pratiques de type marketing dans les épiceries. Ce n'est pas du tout le modèle, ça ne correspond pas au fonctionnement. Je pense que la question est posée en référence aux clients mixtes qu'on évoquait tout à l'heure. Là, oui, il y a un enjeu pour nous à faire venir du monde, mais pour l'instant, on est quand même sur une pratique un petit peu marginale. Dans le réseau, là, dans nos 615 épiceries solidaires, on en a 5% qui se sont lancés sur cette approche en mixité de public. Donc, vous voyez, c'est quand même une nouveauté.
celles-là ont besoin de faire venir du monde, mais voilà, sinon on n'a pas cet enjeu de marketing, on est sur un dispositif social. C'est vrai que je l'ai présenté très très brièvement, mais avec des personnes qui sont orientées vers les épiceries solidaires par des travailleurs sociaux en fonction de leur situation, de leurs revenus, de leurs difficultés, etc. Donc malheureusement, on n'a pas de problème pour remplir les files actives, comme on dit dans le jargon. La question, je crois que c'était plutôt à l'intérieur de l'offre. Est-ce que du coup, vous faites des promotions sur certains produits ou certains... Ah oui, dans ce sens-là. Ça arrive, mais c'est assez peu dicté, enfin en toute transparence aujourd'hui, assez peu dicté par le souhait d'orienter la consommation dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est là aussi que je pense que c'est intéressant avec la problématique du jour. On se projette quand même dans la sortie du dispositif pour les bénéficiaires. Donc si nous, on biaise le choix à l'intérieur de la structure et que 6 mois après, les personnes se retrouvent confrontées à l'offre ordinaire avec des écarts de prix qui ne sont plus du tout les mêmes, on aura complètement biaisé le choix. On aura peut-être fait bien pendant quelques mois de notre côté avec nos modestes moyens, mais on n'aura pas contribué au changement de comportement et de consommation de manière durable pour les clients bénéficiaires. Alors, merci beaucoup. Julie Madon, une question pour vous. Pensez-vous que les centres commerciaux, les commerçants de manière générale, aient un rôle à jouer pour rendre des pratiques comme la réparation ou la seconde main plus à la mode ? Oh oui, ouais, ils sont très 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 importants pour ça. Moi, je l'ai vu beaucoup sur mes terrains. En fait, les consommateurs sont confrontés. Enfin, c'est leurs principaux interlocuteurs quand ils viennent notamment au service après-vente pour un produit défectueux ou défaillant. Ils ont un rôle à jouer et la partie n'est pas gagnée encore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où un employé du service après-vente répond que de toute façon, la réparabilité de ce produit, de toute façon, vu la marque, vu ce que ça a coûté, le produit qu'ils ont eux-mêmes vendu est pas terrible, donc de toute façon, ça sert à rien d'essayer de réparer. Enfin, il y a eu beaucoup de discours, moi, dont j'ai entendu parler et qui renforcent en fait tout cet imaginaire de la réparation, c'est compliqué. C'est-à-dire au-delà même du fait concret que certains objets sont effectivement difficiles et rendus difficiles à réparer. Donc ouais, c'est un rôle très important à jouer. Et à l'inverse, pour donner plutôt un exemple vertueux, j'ai beaucoup de cas de personnes qui ont quand même été confrontées à des vendeurs comme des réparateurs qui encourageaient justement le fait de garder un objet, notamment le cas d'un réparateur indépendant qui était venu pour réparer un lave-vaisselle et qui disait ah ouais, mais celui-là on n'en fait plus des comme ça, ok, il a 10 ans, mais justement c'est de la super qualité, donc il faut vraiment le garder et ça vaut vraiment le coup. Donc oui, c'est clair. Et puis typiquement cette communication de l'ADEME sur les dévendeurs à ce sujet-là, moi à titre personnel m'a beaucoup plu parce qu'effectivement ça faisait ce clin d'œil à ça et au rôle en fait que peuvent avoir les commerçants sur ce sujet-là. Alors effectivement, c'est cette complexité du modèle économique derrière à tenir, mais en tout cas c'est clair que du point de vue des consommateurs, c'est très important. Merci beaucoup. On pense bien sûr à tout ce qui est économie circulaire et l'idée qu'on peut aussi, économie de la fonctionnalité, essayer de vendre des services plutôt que de vendre des produits, peut-être. Voilà. Oui. Chose importante et d'ailleurs c'est vrai qui reste pour l'instant assez marginal et aussi dans l'esprit des consommateurs, mais qui est effectivement en train de se développer petit à petit. Et donc c'est intéressant, effectivement. Question aussi pour vous, Benjamin Brice. Est-ce que d'autres pays ont suivi la voie que vous proposez ? J'imagine que c'est la voie de la relocalisation, ce que vous disiez. Disons que si on regarde à l'échelle globale, il est clair que la question de la relocalisation revient sur le devant de la scène. Au moment du Covid, il y a eu, même en France, on en a beaucoup parlé. Au moment de la guerre en Ukraine, ou peu après, avec la peur de la rupture de l'approvisionnement de gaz, on a parlé également de d'où vient notre énergie, notre dépendance, etc. Donc on voit qu'à l'échelle mondiale, disons que
la mondialisation telle qu'on l'a connue dans les années 90 ou 2000, avec l'idée que plus on allait loin dans la division internationale du travail, plus on allait loin dans le libre-échange, c'était de toute façon quelque chose de forcément gagnant et remis en cause, parce que même si économiquement ça peut se comprendre, même s'il y a toujours des gagnants et des perdants, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue écologique, et également on le voit d'un point de vue social, ça pose problème. Mais en revanche, il ne me semble pas que beaucoup de pays articulent à la fois la question, disons, géopolitique, la question sociale et la question écologique. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela, parce que la question écologique est vue de manière en général beaucoup plus lointaine. Par exemple, dans le cas des États-Unis, il y a des vraies politiques de relocalisation qui sont mises en place, mais il semble que le volet écologique, en tout cas, pose plus question. Mais au sein de l'Union européenne, je crois que la situation très particulière de la France, qui est, disons, un des seuls grands pays à être en déficit commercial structurel et profond, fait que nous avons sans doute une raison d'avoir en quelque sorte une longueur d'avance sur ces questions, car d'autres pays, et je pense en particulier à l'Allemagne, très intégrés dans la division internationale du travail et d'ailleurs très gagnant dans cette division, a beaucoup moins intérêt à remettre en cause le modèle tel qu'il est. On voit que l'Allemagne est très réticente, commence à évoluer pour des questions géopolitiques et des questions écologiques, mais est très réticente à remettre en cause notamment tout leur modèle productif, qui est quand même fondé en grande partie sur la production de véhicules qu'on pourrait dire surdimensionnés, de machines-outils, etc., qui sera sans doute remis en partie en cause si on tient à tenir nos objectifs écologiques. Donc une place à prendre pour la France. Bah, écoutez, une place à prendre pour la France, oui. Ça me semble une bonne conclusion sur cette table ronde. Merci à tous les intervenants. Et puis, je remercie aussi la DGCCRF pour avoir organisé cet événement et puis tous nos auditeurs pendant ces 2 heures. À bientôt.